Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ce soir, nous allons nous intéresser à ce qui dépend de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est bien connue de certains d'entre vous. Et parmi les acteurs de cette économie sociale et solidaire, il y a les SCOP. Les SCOP ont une longue histoire. Elle remonte. La date précise est difficile à déterminer à cause de l'évolution des structures, mais on peut dire que c'est le début du 19e siècle, et pour être plus précis, 1831. Depuis, c'était une longue histoire, faite de luttes, de combats. On se rend compte en préparant la venue de notre conférencier, en tout cas ce que j'ai fait, c'est que cette lutte, elle a été parfois très rude quand les régimes politiques en France ont changé. Quand je dis rude, c'est des dissolutions, des emprisonnements, des interdictions, la police, la troupe. Donc, on est peut-être dans un temps un peu plus calme que ce qui s'est passé dans le siècle dernier. Ce type d'entreprise a une place singulière dans l'économie sociale et solidaire, par sa structure, par son type de management et son insertion. Je vais le mettre contre la barbe. Non. Et par son insertion dans l'économie de la nation. Je pense que Rémi Roux nous donnera un certain nombre d'infos sur cette proportion, cette importance de l'économie sociale et solidaire dans l'économie nationale générale. Les SCOP, je crois qu'on en a tous quelques-unes en tête. La Verrerie ouvrière d'Albi, 1896, qui a été pendant longtemps une des très grandes entreprises du domaine de la verrerie en France, qui l'est toujours, même si maintenant elle est dans une filiale de Saint-Gobain qui s'appelle Veralia. La même année, il y a une autre SCOP qui s'est fondée. Alors les gens qui ont fait des TP de physique, il y en a peut-être dans cette école, dans les lycées de France et de Navarre. Les boîtes de résistance étalons et les mesureurs universels étaient AOIP, Association des ouvriers en instrumentation de précision. Et puis une troisième, récente, c'est Scopti, qui est une SCOP qui a été créée par les salariés d'une filiale d'Unilever, Fralib Éléphant, à Gémenos et Bouches-du-Rhône, qui, après une très très longue lutte contre le groupe international qui voulait fermer l'usine, licencier les salariés et déménager la production des sachets de thé et de tisane en Pologne. Donc cette SCOP s'appelle Scopti et elle a, comme l'entreprise dont s'occupe Rémi Roux, pignon sur rue actuellement dans le commerce. Pour parler du concret de la vie des SCOP, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Roux. Rémi Roux a un diplôme de management de l'ESG à Paris et après une carrière dans le privé, il a été l'un des cofondateurs en 2003 de Eticable à Fleurance dans le Gers et il est actuellement le gérant élu de cette entreprise qui donc tient depuis 20 ans et qui a, en plus du caractère d'être SCOP, de s'intéresser au commerce équitable et aussi au commerce bio. Donc, c'est trois singularités de cette entreprise dont il nous parlera. Indépendamment de sa fonction, ou en parallèle à sa fonction, il préside aussi la fédération des SCOP d'Occitanie. Donc, il pourra nous donner une vision plus large que sa propre entreprise. Et j'ai noté aussi que, accessoirement, ou pas accessoirement, il est président fondateur des Jardins de Cocagne de Fleurance, qui est un chantier d'insertion. Ça me touche beaucoup parce que j'ai participé à la fondation du Jardin de Cocagne à Gragnac, le long du Giroux, dans une zone un peu inondable, et j'allais chercher mes légumes bio au Jardin de Cocagne de Gragnac. Rémi Roux, vous avez la parole. On a conclu entre nous que l'exposé pourrait être entre 3/4 d'heure, 1 heure, et qu'on consacrerait 1 heure à la conférence débat. Merci.
Alors c'est bien parce que vous avez déjà bien présenté le mouvement sur l'historique. C'est vrai que les verreries ouvrières d'Albi, quand même, c'était une scope historique, enfin, pour nous. Et à l'époque, c'était les ouvriers qui s'étaient révoltés un petit peu contre les patrons de la verrerie. Et, la direction de la verrerie les avait tous licenciés. Et donc, ils ont recréé une verrerie en face, à Carmaux. Et ils avaient aidé pour ça par le député du Tarn à l'époque, Jean Jaurès. Donc, pour nous, c'est quand même une figure emblématique. Et malheureusement, effectivement, quand il y a eu le tournant industriel qu'il aurait fallu prendre dans les années, enfin, elle a malheureusement coulé, cette scope-là. Et sinon, dans l'orchestre de chambre de Toulouse, il a été repris en scope par ses musiciens. C'était une association. Et puis, ils étaient en dépôt de bilan parce qu'il n'y avait plus de subventions. Et tous les musiciens ont mis leur prime de licenciement au capital. Et donc, c'est un orchestre qui tourne partout en Europe aujourd'hui, qui fonctionne très bien, qui est en scope. Et je vais essayer de trouver peut-être une scope, ça va plus vous parler, peut-être. Les compagnons de la chanson étaient en scope. Vous voyez, parce que c'était pas un chanteur tout seul et le groupe derrière, ils s'étaient créés en scope. Voilà. Euh, enfin, un peu plus récemment, souvent, donc, comme M. Boutten l'a dit, on fait partie de la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, dans cette grande famille, souvent on essaye de faire de l'innovation sociale. Et par exemple, Chèque Déjeuner, c'est eux qui ont inventé le titre restaurant dans les années 60. C'est une scope aussi. C'était le fondateur était un ancien syndicaliste qui s'est dit comment on peut faire pour que les ouvriers puissent manger chaud le midi parce qu'ils n'avaient pas le temps de manger, ils ne pouvaient surtout pas se payer un restaurant, ils n'avaient pas le temps de rentrer chez eux, donc ils mangeaient qu'un casse-croûte. Et l'idée du chèque déjeuner, qui est cofinancé presque à moitié par l'entreprise et défiscalisé, voilà, typiquement c'est l'innovation sociale. Et je vais vous présenter, nous, à travers l'exemple d'Etikable, enfin, notre histoire, puisque nous nous sommes créés il y a 20 ans. Alors, je ne sais pas, c'est où que je... Ah oui, c'est là, voilà. Très bien. Donc, une scope, c'est quoi? C'est une entreprise normale, comme toutes les entreprises, hein, on est organisé, il y a des chefs de service, etc. Et par contre, on remet l'être humain et son travail au centre des valeurs, puisque nous avons compris en fait que le profit n'est pas un but. Le profit, c'est un moyen. Et nous, chez Etikable, nous faisons du commerce équitable. Et le profit, il faut qu'on essaie d'en avoir, il faut équilibrer les comptes. Mais c'est pas juste pour faire du profit qu'on existe, quoi. Euh, je vais continuer. Alors, les principes dans les scopes. Donc, dans une scope, ce sont les salariés qui sont actionnaires, majoritairement, et de manière démocratique. C'est-à-dire qu'une personne a une voix. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai appris que sur le choix des conférenciers, il y a un vote démocratique aussi dans votre association. Donc, je suis très fier d'avoir été élu et du coup d'être là aujourd'hui. Voilà, ben nous, c'est le même principe. Euh, on a parlé Monsieur Bouten a parlé d'exemple de la Scopti. C'était une reprise en scope d'une entreprise qui était fermée. Euh, un peu plus proche d'ici à Carcassonne, il y avait les anciennes glaces Pilpa, pareil, qui étaient fermées, pareil, pour délocaliser dans les pays de l'Est. Et les salariés ont fait une proposition pour reprendre leur outil de travail. Et aujourd'hui, ça s'appelle les glaces Label Aude. Et eux sont en scope aussi. Donc souvent, on en parle dans les médias dans le cas de reprise, de reprise par les salariés. Mais il faut savoir que la plupart des scopes ont été créés comme ça, sous forme de scope. Ce qui a été notre cas, nous, ça a été un choix. On a voulu, avec les deux autres cofondateurs, créer une marque de commerce équitable parce qu'il n'y avait pas de vraie marque de commerce équitable en grande distribution. Il existait déjà, bien sûr, à l'époque, Artisan du Monde, qui a été créé par l'abbé Pierre hein, en 72, je crois. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, on va proposer une offre pour les 70% de gens qui font toutes leurs courses en grande distribution, mais qu'elles puissent avoir le choix entre un café équitable et un café conventionnel du multinational. Voilà. On s'est basé à Florence dans le Gers. On aurait pu être un peu partout en France, puisque nous livrons la grande distribution un petit peu partout. Donc, il y a 10 000 supermarchés en France.
Si vous rentrez dans pratiquement toutes les enseignes, au rayon bio, vous allez retrouver nos produits. Donc, on s'est basé à Florence. À Florence, c'est facile à trouver. C'est Allée du commerce équitable. Donc, c'est la seule de France. Et c'est un pari que j'ai gagné avec le maire à l'époque, quand on s'est créé. Et il nous a baptisé la rue qui amène à notre usine comme ça. Voilà. Donc, vous connaissez Florence, hein, c'est la plus belle ville du monde. C'est pas très loin d'ici, à 1h15 d'ici. Et vous pourrez venir visiter notre chocolaterie, puisque nous avons, j'en parlerai plus tard, nous avons construit notre chocolaterie que nous avons ouvert il y a 2 ans maintenant. Et il y a tout un parcours de visite, c'est gratuit. Vous pouvez découvrir du coup l'économie sociale et solidaire, on en parle un petit peu. On explique la culture du cacao, on explique l'importance de la bio, puisque nous, tous nos produits sont bio, et de l'agroforesterie tropicale, c'est-à-dire de la culture un petit peu comme ça a toujours été, hein, puisque c'est qu'on a eu 10 000 ans d'agriculture et on est depuis 80 ans dans un virage avec agriculture intensive. Mais sinon, la vraie agriculture, c'est bio et ça fonctionne, quoi. Voilà, on explique ça aussi. Puis on explique l'importance du commerce équitable qui est de pouvoir payer simplement un juste prix le travail des gens pour qu'ils puissent faire du bon travail, de la bonne qualité et qu'ils puissent vivre décemment. C'est ça le principe du commerce équitable. Voilà. Donc voilà, le parcours de visite est gratuit. Par contre, à la fin, vous finissez par la boutique. Donc c'est un peu le piège parce que comme il vous restera encore dans la poche le billet de 5 euros que vous n'avez pas dépensé à l'entrée, en général, les gens achètent une tablette de chocolat. Voilà. Euh, alors, comment ça se passe dans une scope Eh bien, je vous l'ai dit, nous aujourd'hui, on est 165 salariés. Donc en fait, on est organisé, il y a des chefs de service, etc. On ne demande pas l'avis à tout le monde. C'est souvent les questions en disant mais alors tout le monde décide de tout? Non. La couleur de la peinture, il y a une équipe qui était dédiée pour faire l'étude et les choisir. Voilà, on ne demande pas l'avis à tout le monde. Par contre, dans les assemblées générales, plusieurs fois par an, il y a un vote. Et on va voter les choses importantes. Et là, c'est une personne, une voix de manière démocratique. Donc moi, j'ai une voix à l'Assemblée générale, mon assistante a une voix aussi, etc. Donc nous, aujourd'hui, sur les 165 salariés, il y en a 163, il y en a 130 qui sont sociétaires, puisque nous, c'est au bout de 2 ans, c'est écrit dans les statuts. Tous les salariés doivent devenir sociétaires, mais on prend 2 ans le temps de bien se connaître. Des fois, des gens repartent au bout de 6 mois, un an, parce qu'ils ne se trouvent pas bien chez nous. Et voilà, ça permet d'avoir un petit peu de temps. Voilà. Alors, ça va marcher, non? Ouais, voilà, ça marche. Alors, nous sommes également agréés ESUS. On est entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'on répond en fait aux critères de cet agrément ESUS, hein, qui a été créé avec la loi Hamon dans les années. Avant, c'était entreprise solidaire tout seul. Et en 2015, Benoît Hamon, dans sa loi, a affiné la chose. Donc, effectivement, on a un but d'utilité sociale qui est le commerce équitable. Hein, c'est de remettre l'être humain et son travail au centre des valeurs au niveau de l'agriculture. Donc, nous travaillons avec des coopératives de petits producteurs. Évidemment, notre capital n'est pas négocié sur un marché financier. Et puis, la politique de rémunération, donc pour les entreprises agréées ESUS, normalement, c'est fixé à 7, c'était 7 ou 10 fois le SMIC. Bon, nous l'écart, ce qu'on a voté en Assemblée générale, donc mon salaire est voté en Assemblée générale, donc ça permet d'éviter certains écarts, parfois un peu trop, qu'on trouve dans des très, 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 très grosses boîtes. Mais en gros, nous, ce qu'on a voté, c'est un principe de 1 à 4 entre l'équipe dirigeante et le salaire le plus bas. Et à savoir, le salaire le plus bas, c'est SMIC plus 15%. Voilà. Donc, normalement, vous devriez pouvoir calculer mon salaire assez facilement avec ces informations. Et voilà, ce qui paraît, je fais bien, c'est l'écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut, de 1 à 4, hein, parce que dans les grandes boîtes, ils se comparent avec le salaire médian. C'est pas tout à fait pareil. Vous voyez ce que je suis que 368 fois le salaire médian, c'est le cas de chez Carrefour. En vrai, ça fait 560 fois le salaire minimal. Hein. Voilà, je ramène juste pour. Voilà, donc bon, vous l'avez compris. L'idée, c'est de dire une entreprise, c'est pas un outil d'enrichissement de gens qui n'y travaillent même pas, quoi. Enfin, ça ne devrait pas être ça. Et malheureusement, certaines entreprises, ça appartient à des gens qui n'y travaillent pas et qui s'en servent comme une pompe à fric pour essayer de sortir des dividendes. Et c'est ça qui, souvent, malheureusement,
comme il y a toujours une course de plus en plus importante des besoins de profit ou des demandes, des envies de profit et de bénéfices, on a de plus en plus une grande partie des résultats des entreprises qui, au lieu de partir dans la recherche et le développement, dans l'avenir de la boîte, ben, vont partir en distribution en dividendes. Là, par exemple, si vous voulez, dans une scope, on vote chaque année la répartition des excédents, s'il y en a. L'année dernière, on a fait une petite perte parce qu'on a eu des grosses dépenses imprévues dans l'année. Donc, on a fini à moins 60 000 euros de résultats. L'année d'avant, on a fait plus d'1 million d'euros de bénéfices. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on vote en général, c'est 50% des bénéfices qui sont mis en réserve. Ça, c'est impartageable. Ce n'est pas distribué aux salariés ni aux salariés actionnaires. Mais ça permet de fortifier le capital de la SCOP. Et les autres 50% sont en participation aux bénéfices, donc entre tous les salariés. Voilà, on ne verse pas de dividendes. Mais c'est un choix, c'est un truc qui se vote, on pourrait changer, quoi. Mais bon, ça voudrait dire qu'on aurait dévié. C'est pas dans l'esprit vraiment. Alors, je continue sur notre exemple. Donc, nous, on fait du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est quoi? C'est un système d'échange international qui est basé sur des relations commerciales plus justes, plus directes et plus transparentes avec des petits producteurs défavorisés dans les pays du Sud au départ. Ça, c'était la définition. Donc, en fait, nous achetons en direct à des groupements de petits producteurs, donc qui sont en général des coopératives, parfois des associations de producteurs. Mais donc, comme vous l'avez compris, on ne va pas travailler avec les grosses haciendas, par exemple, qu'on peut trouver dans les pays du Sud ou des entreprises capitalistiques ou privées. On travaille avec des producteurs qui sont regroupés en associations ou en coopératives démocratiques. Et le prix est toujours plus intéressant que le cours mondial. Si le cours mondial descend trop, il y a un prix plancher en dessous duquel on ne descendra pas. Et surtout, on paye en direct à la coopérative ce prix-là. Et dans ce prix, il y a aussi une prime de développement qui est utilisée par la coopérative pour son développement. Si elle doit acheter un camion, agrandir l'entrepôt, construire un atelier de transformation pour pouvoir avoir accès à des marchés plus rémunérateurs. C'est ça l'idée du commerce équitable. Donc, c'est un outil de développement. Mais c'est pas là. Souvent, les gens mélangent en France. Est-ce que c'est la charité? Est-ce que l'argent est bien redistribué? Déjà, le mot redistribué, c'est pas le bon mot pour. Nous, en tant que consommateurs, on achète à un prix qui est un prix plus normal, plus juste, qui a pris en compte la rémunération des producteurs. Et puis, au Sud, ben, on achète le produit. Donc, on paye directement. Il n'y a pas d'argent distribué et puis collecté. Voilà. Et donc, comme le dit mon collègue Christophe, lui, c'est l'agronome. Pour nous, le commerce équitable, c'est prendre des risques, c'est vrai. Parce qu'on travaille avec des pays souvent compliqués, comme Haïti, par exemple. Haïti, Madagascar, c'est pas forcément les pays les plus simples. Les multinationales du cacao ne travaillent pas avec ces pays-là, quoi, en général, parce que c'est des petites structures et que c'est assez fragile. Voilà, donc on s'engage sur des volumes, on appuie des filières fragiles et on s'investit dans des zones économiquement difficiles, voilà, et payer un prix plus juste, ce qui permet de financer cette transition sociale, de permettre à ces producteurs de vivre plus dignement et puis que la coopérative devienne un vrai acteur économique dans leur pays. Voilà. Et puis évidemment, ça s'accompagne de la transition écologique puisque, vous l'avez compris, nous sommes sur l'agriculture biologique, l'agriculture familiale, des petites parcelles, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et c'est en général de l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de. On n'a pas coupé les forêts primaires, comme c'est le problème majeur en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on a perdu dans ces 20 dernières années 80% des forêts primaires en Côte d'Ivoire qui ont été rasées pour planter du cacao en plein soleil. Donc il faut l'arroser, il faut mettre des engrais chimiques, le traiter avec des pesticides, des choses comme ça. Et puis au bout de 10 ans, les cacaoyers produisent moins, donc on va plus loin pour recouper des forêts primaires, etc. Nous, c'est sous l'ombre des grands arbres que sont développés les cacaoyers. Et si vous voulez que vous voyez, quand vous marchez dans la forêt, quand vous allez aux champignons, ça fait scrunch, scrunch. Vous voyez, la terre, c'est l'humus des grands arbres qui fertilise, quoi, hein, qui permet de ne pas être obligé de rajouter des engrais chimiques. C'est l'ombre des grands arbres qui permet de garder l'humidité aussi, pas besoin d'arroser. Voilà. Et donc, c'est une culture qui est quand même beaucoup plus résiliente,
qui permet à ces populations de rester et de vivre dignement sur leurs parcelles. Et du coup, au niveau écologique, je fais une petite parenthèse, dans la mesure où il y a déforestation aussi, c'est un impact très important, soit sur le café ou le cacao. Sur le café, par exemple, pour 1 kilo de café au final qu'on va consommer ici en France, en agriculture conventionnelle, on va dépenser 15 kilos de CO2 pour arriver au final à 1 kilo de café. Nous, en commerce équitable et en agriculture biologique et en agroforesterie, on va dépenser 5 kilos. Voilà, donc 3 fois moins. Et à savoir que sur ces 5 kilos, il y a 2,5 kg qui sont incompressibles, qui sont le côté de la distribution, d'être obligé de transporter le produit jusqu'à un magasin qui après va être où le consommateur va l'acheter, le ramener chez lui, etc. Donc vous voyez l'importance aussi de ce type d'agriculture dans notre débat actuel de plus en plus important, qui est cette transition écologique. Voilà. Donc, en gros, le commerce équitable, nous, comme vous l'avez compris, on est assez militants, hein, comme nos camarades d'artisans du monde. On essaye de porter un commerce équitable très ambitieux, très engagé. Donc, on est uniquement centré sur les petits producteurs, hein, donc pas de gros producteurs qui auraient des milliers d'hectares, des petits producteurs, donc des gens qui gagnent entre 2 5 dollars par jour. On a des relations directes et durables, c'est ça que je vous expliquais aussi. Un prix équitable vraiment impactant. Et on a un puits sur le terrain avec des agronomes. Là, en photo, vous avez nos différents agronomes. On a 8 agronomes qui sont un petit peu partout dans le monde. Zora qui est à Madagascar, qui est malgache elle-même. On a des agronomes qui sont péruviens, équatoriens, parce que c'est un travail de développement avec la coopérative pour les aider à améliorer leur production, etc. Et on y arrive. On a eu un chiffre il y a 2 ans au Honduras. Les coopératives avec qui on travaille en commerce équitable, en agroforesterie, eh ben, leur production était 10% plus productive que la production moyenne du Honduras en agriculture intensive. Comme quoi, voilà, c'est l'affirmation qui a été faite après la Deuxième Guerre mondiale où il fallait nourrir la planète. C'était ça, hein, on avait subi des rationnements pendant la guerre, etc. Enfin, pas moi, j'y étais pas, mais c'était compliqué à la sortie. Donc, il fallait nourrir la planète. Et les grandes entreprises de l'agroalimentaire et de l'industrie ont dit oui, mais on ne pourra pas nourrir la planète en bio. Donc, il faut passer. Voilà. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par contre, c'est clair que le système actuel, avec 1000 hectares en monoculture, avec une seule personne qui travaille et qui fait de la monoculture, ça, vous ne le transformez pas en bio du jour au lendemain. C'est un autre système, c'est plus des petites parcelles, c'est la rotation, ça demanderait ça demande plus de main-d'œuvre. Enfin, en même temps, c'est pas mal aussi de pouvoir fournir du travail aux gens, je pense. Et voilà, donc c'est voilà, c'est un autre système, mais c'est en même temps un système dans lequel on devrait revenir le plus vite possible, une agriculture résiliente, parce que c'est un tiers du réchauffement climatique, c'est agriculture et élevage intensif. Voilà. Donc, c'est un des points importants, vous voyez, sur les 3 degrés catastrophiques qui sont prévus pour la fin du siècle. Voilà, si on revenait tout simplement à un système bio, ben, on diminuerait pas mal cet impact-là. Voilà un petit peu sur quoi on travaille. Donc, vous avez compris, chez Etikable, on essaye de faire autrement. Autrement au niveau déjà de la structure d'entreprise. Hein. On n'est pas une entreprise qui peut être rachetée, revendue. Nos confrères qui étaient à la mer il y a 20 ans, qui sont créés, il n'y en a plus un seul. Hein. Je mets toujours, à part Artisans du Monde, puisque c'est une association hein, dans l'économie sociale et solidaire, mais les autres, nos confrères d'autres boîtes privées, soit font partie de grands groupes, aujourd'hui ont été rachetés, etc. Nous, on ne peut pas se revendre, donc ça a été une des raisons du choix. D'ailleurs, quand on l'a créé en scope, on s'est dit, on ne voulait pas qu'un jour ça puisse être racheté par le multinational, ça perdrait tout son sens. Donc voilà, le choix de la scope permet d'éviter de penser à ça, c'est pas possible, on ne peut pas revendre. Voilà, il n'y a pas de spéculation sur le capital, c'est-à-dire que quand un salarié devient sociétaire dans une scope, il va cotiser, chez nous c'est 3% de son salaire où il cotise, il achète des parts sociales qui sont à 20 euros, elles étaient déjà à 20 euros en 2003, elles sont toujours à 20 euros, et le jour où il quitte l'entreprise, eh ben, il repart avec le capital qu'il y a mis.
Et c'est ça. Et du coup, la SCOP est un outil de travail qui est fait pour se transmettre de génération de salariés en génération de salariés, en espérant qu'Etikab aura la vie aussi longue que les verreries ouvrières d'Albi, qui avaient quand même vécu plus de 80 ans. Enfin, voilà, presque 80 ans. Ok, donc comme vous avez compris, donc on avait un impact durable pour les producteurs. Aujourd'hui, Etikab a un impact sur environ 50 000 familles de petits producteurs, dans une centaine de coopératives un petit peu partout dans le monde. Au départ, la définition du commerce équitable, c'était, comme je vous l'ai dit, hein, un système d'échange international, mais avec des petits producteurs défavorisés des pays du Sud. Donc la définition internationale ne permettait pas de faire du commerce équitable avec les producteurs français. Mais depuis le début d'Etikab, on nous le demandait, les consommateurs nous le demandaient, nous disaient mais c'est bien ce que vous faites, mais pourquoi vous faites rien pour nos producteurs français? On disait ben nous c'est pas, on peut pas, commerce équitable ça peut pas se faire. Et puis un jour, quand on fait chaque année nos ateliers d'été où on regroupe toute la scope et on réfléchit ensemble, ben, des fois, bon, là, cette année-là, c'était pour réfléchir à la stratégie des années à venir. Et là était sortie la demande disant on aimerait bien quand même qu'on fasse quelque chose pour les producteurs français. On en a marre qu'on nous le demande et qu'on dise non, faisons-le, quoi. Donc aussi, ben, ok, on va travailler dessus, on va étudier. On a créé un cahier des charges qui s'appelait Paysans d'ici. Et Paysans d'ici, ça a été l'application pour les producteurs français des grands principes du commerce équitable. Donc, effectivement, c'est pas les mêmes problématiques, hein. Je veux dire, un producteur français, il vit pas avec 2 dollars par jour, mais il a quand même les mêmes problématiques, parce que le petit producteur en bio, eh bien, il est souvent au ras des pâquerettes. Donc, on a défini les grands critères et on a sorti une gamme de produits qui s'appelle Paysans d'ici. Et ça a été aussi de l'innovation sociale, puisque Benoît Hamon, qui était à l'époque, donc 4-5 ans après, qui était devenu le ministre de l'économie sociale et solidaire, lui, il avait découvert notre. Alors, déjà, c'est un fan de notre chocolat lait au riz soufflé, donc il nous connaissait comme ça, et puis il a découvert notre démarche avec Paysans d'ici, et du coup, il a dit, mais ça me parle, et on va essayer de faire quelque chose. Et dans sa loi économie sociale et solidaire, il a rajouté la possibilité de faire du commerce équitable aussi pour les paysans français. Du coup, aujourd'hui, on peut appeler ça du commerce équitable. Si vous allez dans votre rayon yaourt dans votre supermarché, il y a une marque qui s'appelle Lait de Vache. C'est la marque bio du groupe Danone. Et ben, c'est des yaourts commerce équitable. Ben, voilà, quelque part, c'est nous qui avons ouvert la voie 10 ans plus tôt et on en est très fiers. Voilà. Alors, les résultats économiques. Donc, nous, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est 165 salariés. L'année dernière, on a fait 73 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va faire à peu près le même chiffre cette année. Le rayon bio est un petit peu en décroissance cette année, puisqu'il y a, vous savez, il y a une très grosse croissance de 2014 jusqu'à 2020. Et bon, aujourd'hui, il y a un peu un retour avec la crise aussi du pouvoir d'achat. Ben, les gens consomment moins en bio, donc il y a une baisse du rayon bio. Nous, on se maintient aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on vend à peu près 32 millions de produits par an, un petit peu partout en France, mais aussi en Europe, en Allemagne, en Espagne et au Benelux. Voilà. Nous sommes distribués en France dans à peu près 10 000 points de vente de grande distribution et nous sommes devenus la troisième marque du rayon bio en grande distribution, en épicerie. Donc vous avez Bjorg, la première marque, Jardin Bio et Ethical maintenant la troisième marque. Donc nous, on est très fiers et on est devenu la première marque française de chocolat bio avec donc 29% de part de marché. Il est un peu vieux le truc, on a dépassé les 30% maintenant, donc on est très fiers de ça parce que quelque part, vous savez ce que je veux dire, on fait autrement. Donc on s'est créé en scope, c'est une boîte qui est autrement. On fait du commerce équitable, donc autrement, on achète plus cher au lieu d'acheter moins cher et voilà. Et on ne fait pas de publicité. On n'a jamais fait de publicité pendant 20 ans. Ça a été un choix au départ de dire on n'investit pas, ça coûte cher la publicité, on va faire autrement. Et du coup, notre publicité, nous, c'est nos produits où on explique dessus ce qu'on fait. Et puis, on se fait inviter parfois par des gens sympas comme vous. Et du coup, ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait. Ou aussi, effectivement, dans des émissions. Samedi dernier, c'était à la radio sur France Info. Il y a eu, pendant 5 minutes, Christophe était invité. Il y a 3 semaines, j'étais invité, moi, chez France Bleu,
à 7 heures du matin au bout du c'est tôt. Euh, mais au journal de France Bleu à Toulouse. Donc, voilà. Mais du coup, on peut expliquer ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu faire autrement. Et montrer. Et on travaille avec la grande distribution. On est référencé aujourd'hui dans l'ensemble des enseignes de grande distribution, supermarchés. Hein. Nous ne sommes pas chez les hard discounters, Lidl, Aldi, on n'y est pas. Mais dans toutes les autres enseignes, on est référencé sans jamais avoir payé de budget de référencement. C'est ma grande fierté, parce que je travaillais avant dans le commerce, dans des boîtes classiques, et on me parlait que de budget, de marge arrière, de remise de fin d'année. Euh, c'est ce qui m'avait un petit peu fatigué au bout d'un moment, et après j'ai voulu faire autre chose. C'est comme ça qu'on a créé Ticab, mais on a réussi à se faire reconnaître par les supermarchés et à rentrer en faisant autrement, sans payer de budget de référencement, simplement en leur expliquant que ben, ce qu'on fait, ce qu'on était, et en disant qu'on était différent, et du coup, ça, voilà, ça a fonctionné. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire autrement. Et je crois que dans notre civilisation aujourd'hui, la problématique qui est trop basée sur le profit, donc profit égale croissance, et ça, on voit bien que c'est absolument, c'est pas, ça peut pas aller avec la transition écologique, donc il faut changer, donc il faut faire autrement. Et donc, on espère qu'il y aura de plus en plus de scopes qui vont pouvoir aussi permettre de changer, de montrer qu'on peut investir dans le long terme et non pas on veut pérenniser notre outil de travail. Donc, ne pas faire du profit à court terme, enfin, ne pas être dans la recherche, dans la course de profit à court terme, ça permet aussi d'investir pour l'avenir et de montrer que dans l'avenir, eh ben, les scopes seront des entreprises qui auront fait peut-être parmi les premières la transition écologique. Et pour ça, il faut faire des décisions parfois financières. Je vous prends un exemple. Nous, notre première famille de produits, c'est le chocolat. Deuxième famille de produits, c'est le café. Vous savez que dans le café, il y a une nouvelle famille qui s'est développée beaucoup, les dosettes, vous savez, et puis les fameuses dosettes en aluminium très connues. C'est quand même 30% du marché. Donc nous, on est sur ce marché-là. Ben, on ne fait pas de dosettes d'espresso. C'est une aberration environnementale parce qu'on sait utiliser l'aluminium, etc. En plus, c'est une aberration pour les consommateurs parce qu'à vous, avec une dosette comme ça, vous allez payer votre dose de café à 45 centimes la tasse. Alors que si vous nous achetez du café bio équitable, donc qui a été payé 2 fois plus cher au producteur et qui aura moins massacré la planète, eh ben, ça vous fera 15 centimes la tasse. Donc c'est juste pas normal, quoi. Voilà. Et ben, nous, on le fait pas. On se coupe de 30% du marché. Si on était une boîte conventionnelle et qu'on appartenait à des financiers, je pense qu'ils nous diraient bon, on a compris, t'es gentil, Coco, tu mets 30% du marché, tu nous fais une dosette, tu nous la fais en recyclable, ce que tu veux, mais tu nous en fais une quand même. Et ben voilà. Donc ça permet de prendre des choix qui, j'espère, seront compris par les consommateurs et qu'à un moment, ils vont arrêter d'acheter des machines à dosette et de s'acheter un moulin à café et puis d'acheter des cafés en grains. Voilà. Voilà, voilà. Euh, vous m'interrompez pas, mais c'est bon. Donc je continue, hein, on fera les questions à la fin. Euh, alors bon, là c'est juste un exemple, c'est sur le cacao en Haïti. C'est une filière qu'on a commencé dès 2008. À l'époque, le cacao était vendu à très bas prix. En Haïti, ils vendaient ça en cacao non fermenté. Or, c'est la fermentation de la fève de cacao qui développe tous les arômes. Et donc, effectivement, aux États-Unis, ils achètent du cacao non fermenté. Si vous goûtez du chocolat aux États-Unis, c'est souvent du chocolat au lait. De toute façon, vous ne sentez pas le goût du cacao, quoi. Et en fait, on a mis en place dans les projets de développement, donc on avait décidé en 2008 avec les salariés de dire on va investir dans les pays où il y a le plus besoin. C'est pour ça qu'on a peu de filières, par exemple au Brésil, qui fait partie des pays quand même qui sont bien développés en Amérique latine. Par contre, effectivement, Équateur, Haïti, Madagascar, c'est plus compliqué. Et donc en 2009, avec une coopérative, on a développé un projet de développement. C'est toujours avec une ONG sur place. Là, c'est Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Donc, on fait des accords tripartites, en fait, où nous, on va apporter les débouchés. C'est-à-dire qu'on va dire, on va écrire, nous, on va acheter 4 conteneurs par an de cacao à un prix équitable. Donc, du coup, ça permet à la coopérative éventuellement d'investir auprès d'une banque si elle a besoin, de pousser les producteurs à se transformer en bio et à faire les transformations dont ils ont besoin pour pouvoir nous vendre. Et du coup, et puis là, ils ont mis en place des ateliers de fermentation du cacao avec l'appui technique de cette ONG. Et du coup, maintenant, ils ont un cacao fermenté qui est reconnu, qui a même gagné le prix de cacao d'excellence au Salon du chocolat
en 2017. Enfin, voilà. Et ça, c'est ça la fierté, quoi. C'est d'arriver à permettre à des gens de réussir, de montrer que leur travail il est payant, même en partant de très bas. Voilà. Du coup, la collecte de cacao de la coopérative, vous voyez, c'était 128 tonnes à l'époque, et on est maintenant à 475 tonnes. Donc, il y a de plus en plus de petits producteurs qui travaillent avec cette coopérative, et ça permet, dans un pays où il y en a quand même besoin, ça permet de générer des meilleurs revenus et puis une vraie activité économique. Et la coopérative devient un acteur. Voilà. Et voilà. Donc, en gros, dans une tablette de chocolat conventionnelle, il n'y a que 6% du prix de la tablette qui représente le prix du cacao payé au producteur. En fait, quand vous achetez une tablette à 2 euros, par exemple, ça fait 12 centimes en vrai, qui était payé jusqu'à présent. Parce que là, le cours mondial vient d'augmenter. Nous, on a créé notre chocolaterie à Florence et en même temps, on a appuyé la construction d'une première usine de transformation au Pérou avec une grosse coopérative, avec Norandino, avec qui on travaille depuis 20 ans. Donc, ils sont beaucoup agrandis. Il y a 9000 producteurs. Donc, ils ont pu investir. Nous, on a investi 15 millions d'euros à Florence pour construire notre chocolaterie. Eux ont investi entre 4 et 5 millions de dollars pour faire la première transformation du cacao. C'est la torréfaction de l'affaire, le broyage. Et du coup, ils nous vendent de la pâte de cacao. C'est le premier ingrédient qui nous sert à fabriquer nos tablettes de chocolat. Et donc, on a ramené une partie de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée auprès des producteurs et on a sauté les intermédiaires habituels du commerce puisque le cacao, ce sont des très très grosses entreprises, c'est assez centralisé. Et voilà. Pour vous donner une idée, le cours mondial du cacao était à autour de 2300-2400 dollars depuis ces 20 dernières années. Ce qui est absolument. Et ça, c'est le cours mondial, hein. C'est le prix où c'est payé en bourse. C'est-à-dire que quand c'est échangé en bourse à 2300 dollars, le producteur, il est 2300 dollars la tonne, hein, évidemment. Donc, le producteur, il n'a pas du tout ce prix-là. Ça a été échangé avant plusieurs fois, etc. Nous, notre prix minimum garanti, il est à 4200. Vous voyez, 2400. Nous, c'est 4200, c'est le prix minimum en dessous duquel on ne descend pas. Dans ces 4200, il y a la prime de développement et la prime de bio. Et en gros, le reste, c'est donc 3500 qui est payé à la coopérative. Donc la coopérative, elle appartient au producteur. Donc vous voyez, il y a un vrai impact. Qu'est-ce qui va se passer là? Eh ben, le cours mondial du cacao cette année connaît une explosion, 60% de croissance, d'augmentation, le cours mondial du cacao. Donc, il était à 2000, donc 2400 euros à peu près. Là, il est monté à 3007. Donc, nous, notre prix, on était à 4200, donc on va payer 4004 ou 4005. Donc, en fait, mauvaise nouvelle, toutes les tablettes de chocolat. Alors, très bonne nouvelle pour les producteurs, parce que c'est enfin un prix plus rémunérateur pour les producteurs qui n'ont pas la chance d'être dans des coopératives de commerce équitable. Mais je pense que sur les tablettes de chocolat, du coup, vous voyez, il n'y avait que 6% de 12 centimes. Ça va leur faire augmenter la tablette de 20 centimes, plus leur marge du magasin. Donc, en fait, l'écart va beaucoup se réduire. Je crois qu'il y avait 40 ou 50 centimes d'écart entre nos tablettes de chocolat et celles d'une grande marque nationale. Je pense qu'il n'y aura plus que 10 centimes, parce que nous, on va augmenter notre tablette de 2 centimes. Oui, on ne répercute pas la marge dans ces cas-là. On fait autrement, comme je vais expliquer. Voilà. Donc, si vous voulez continuer à acheter une grande marque de conventionnel de commerce, achetez vite votre chocolat maintenant, parce qu'à partir du mois de janvier, février, ça va augmenter. Ou sinon, vous passez directement à l'étiquable, comme ça, ce sera au même prix et puis ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, donc voilà un petit peu ça, c'est un des projets de développement. Nous, on fait pas mal de projets de développement comme ça. On participe à des projets de développement et j'ai oublié de vous dire, oui, quand on a des résultats positifs, on investit déjà 10% de ces résultats dans des projets de développement au sud, à la place de payer la publicité, des pubs télé, des choses comme ça. Et ça, et ensuite, voilà, ce qui reste des bénéfices, c'est partagé, c'est voté en Assemblée générale, mais donc jusqu'à présent, c'est 50% en participation et 50% en, en réserve impartageable. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, donc vous avez compris, avant les producteurs, ils vendaient un cacao non fermenté sur un marché de masse. Aujourd'hui,
commercialise des fèves et des grands crus. C'est ça aussi, l'idée d'Éthicable, ça a été aussi de faire retrouver aux consommateurs le vrai goût des produits. Et c'est comme ça que, vous savez, pour le vin, en France, on sait le faire. Quand vous êtes invité chez les amis, vous n'allez pas arriver avec une bouteille de vin en leur disant ah, ça, c'est un mélange de Côte-du-Rhône, Bourgogne et Beaujolais. Non, ça, c'est interdit. Ils ne boiront pas votre vin. Donc, on le sait le faire pour le vin. Par contre, quand vous allez au rayon café, vous avez ah, grand-mère, Lavazza, machin, vous ne savez pas d'où il vient le café. Le chocolat, c'est pareil. Il y a un éléphant dessus, donc vous dites peut-être qu'il vient d'Afrique, mais vous ne savez pas quel pays. Et donc, nous, ça a été notre spécificité, c'était de montrer les terroirs et que les goûts sont différents. Donc, au lieu d'avoir une seule tablette de chocolat qu'on appellerait intense, délicieux, etc., vous avez un cacao d'Équateur, un cacao du Pérou, un cacao du Nicaragua. Et du coup, ça vous permet de découvrir les goûts des différents terroirs de cacao. Et donc, voilà, ça permet de mieux découvrir les saveurs. Voilà. Je crois que je vous ai fait assez. Voilà. Je vous ai expliqué en gros. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on développe plus le côté scope, commerce équitable, Florence, la plus belle ville du monde. Enfin, voilà. Je suis à votre disposition pour en parler. Oui, moi, j'avais juste une petite. En tant que consommatrice, quand je vais dans un supermarché, vous êtes assez difficile à trouver. Et donc, ma question, elle est est-ce que vous négociez l'endroit, la visibilité de vos produits dans un supermarché pléthorique de produits? Alors, ça fait partie, c'est une bonne question. Ça fait partie des choses. Alors, vous savez, il y a 10 000 supermarchés, donc il n'y a pas 10 000 cas différents, mais en général, on n'a pas le choix. C'est que là, aujourd'hui, les supermarchés ont décidé qu'il y a eu une grande croissance du rayon bio. Ils ont développé un rayon bio. Nous, on est un acteur du rayon bio, donc nos produits sont dans le rayon bio du magasin. Après, aujourd'hui, il y a des supermarchés qui sont en train de dire, bon, le rayon bio, on va peut-être l'arrêter et on va remettre les produits par famille. À ce moment-là, dans ce supermarché-là, on va retrouver nos chocolats au rayon chocolat, le café au rayon café, les jus de fruits au rayon jus de fruits, etc. Et après, l'emplacement, ça va être souvent aussi le relationnel entre notre commercial et puis le responsable du magasin, puisque nous avons 40 commerciaux, pas partout en France. Donc, il y en a un à Toulouse qui fait Toulouse, le Tarn, et puis les départements limitrophes, les Pyrénées horizontales, et enfin, voilà, les départements du coin. Et lui, il va essayer de négocier avec le patron du magasin, d'avoir les produits plutôt au niveau des yeux, etc. Mais bon, c'est assez au cas par cas. Et on ne paye pas de budget pour faire ça. Et après, depuis le début, il y a des bons magasins qui ont dit, mais nous, on veut mettre ça en avant, on veut montrer qu'on est un magasin citoyen et qui nous accordent parfois une tête de gondole à l'année, alors que vous savez, en bout de rayon, une tête de gondole, et ça se paye d'habitude. Enfin, il faut payer ça aux fournisseurs. Donc, c'est des magasins qui disent, OK, on va pas on va pas leur facturer, on va mettre ces produits-là à cet endroit-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de vraie réponse, c'est au cas par cas. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de l'aspect commerce équitable. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'aspect vos salariés. Comme on est dans un cycle de travail, comme j'expliquais, c'est une question qui nous intéresse, c'est-à-dire savoir quel est l'impact pour les salariés de travailler dans une scope. Quelle est la différence, disons, pour les salariés entre travailler dans une scope et de travailler dans une entreprise classique, disons. Donc, quel est, par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez des indicateurs qui montrent que c'est différent, par exemple, je sais pas, en termes de turnover ou en termes d'absentéisme ou en termes donc d'investissement des salariés dans leur entreprise? Alors, comme je vous le dis, en France, il y a 4000 scopes. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est exactement pareil dans toutes les scopes, parce que vous pouvez très bien avoir une scope où il y a une gouvernance qui est assez directive, hiérarchique et pas beaucoup de salariés sociétaires. Donc, malheureusement, ce sera moins comme ça. Mais en général, comme nos actionnaires, ce sont nos salariés, eh ben, on en prend soin un peu mieux que dans les autres entreprises en général, puisqu'on n'a pas, en priorité, on n'a pas de financiers à s'occuper, à dorloter. Ce sont les salariés. Donc, c'est pour ça que je disais chez nous, par exemple, c'est le salaire minimum, c'est pas le SMIC, c'est SMIC plus 15. Alors ensuite, nous, on a mis, et dans la plupart des scopes, il y a un accord de participation au bénéfice. Tu sais, c'est une loi qui a été, participation au bénéfice, ça a été amené par De Gaulle dans les années 60
parce qu'il a dit, c'est pas juste que toutes ces grosses entreprises s'enrichissent et ils partagent jamais avec leurs salariés. Donc, cette loi a dit, c'est pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, obligation de mettre en place un accord de participation aux bénéfices. Alors, ça a été mis en place. En général, il y a même des entreprises qui n'en ont pas alors qu'ils sont plus de 50 salariés. Et sinon, dans les entreprises classiques, des fois, vous avez une holding et puis vous avez 7 ou 8 entreprises de 49 salariés, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. À 50, il faut un comité d'entreprise, il faut un accord de participation, etc. Donc ça, c'est typiquement, dans les scopes, nous, on met un accord de participation dès le début. Même s'il y a les scopes où il y a 10, 15 salariés, et l'accord de participation est souvent mis en place, quoi. Donc on va essayer de faire des choses comme ça. Nous, la mutuelle, par exemple, on est à la mutuelle des scopes, on a une mutuelle qui est assez engagée, il y a beaucoup de choses remboursées, y compris les médecines douces, des choses comme ça. Ça coûte 1 euro par mois par salarié. C'est que la SCOP prend 99,5% du coût. Voilà. C'est pas le cas dans toutes les entreprises. Voilà. La participation aux bénéfices, dans les entreprises classiques qui ont mis un accord de participation, c'est pas 50% des bénéfices qui mettent. Sinon, chez Renault, ils seraient très riches, tous les gens, tous les salariés. Voilà. Donc, en général, effectivement, on va mettre plus de choses. Après, ce qu'il faut, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il y a des petits scopes qui ont moins de temps pour le faire, mais il faut former les gens, leur expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne une entreprise, parce qu'ils deviennent sociétaires, ils ont un droit de vote, et c'est important. Et puis, il faut qu'ils s'approprient l'entreprise. Et qu'ils s'approprient que ça soit un projet commun. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que chaque année, il y a des producteurs qui viennent, on organise des rencontres avec les producteurs. Nous, chez Ethical, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un voyage coopérateur. C'est que tous les salariés de la SCOP, au début, on l'avait fait que pour les commerciaux, pour qu'ils puissent en parler à leur chef de rayon, un voyage dans les pays du Sud pour rencontrer les coopératives, pour comprendre le commerce équitable, pour comprendre à quoi on sert, pour mesurer l'impact de notre travail, en fait. Et au début, on l'avait fait que pour les commerciaux, et puis un jour, il y a des salariés qui nous disent, mais nous, on aimerait bien vraiment aussi y aller, des gens de la compta, et on est prêt à payer le voyage. Je dis, non, tu payes pas le voyage. C'est nous qui avions mal fait le truc. On va envoyer tout le monde. Et aujourd'hui, donc même les préparateurs de commandes, etc., les secrétaires, etc., tout le monde, au bout d'un moment, a un voyage. Là, c'était au mois d'octobre. Ils sont partis en Équateur, au Pérou, accompagnés par un agronome qui leur présente 5 ou 6 projets différents de coopératives. Et ils reviennent, ils sont assez transfigurés en général parce que nous, il y a des gens qui viennent travailler parce qu'ils sont, je sais pas quoi, ils sont comptables ou ils sont contrôleurs de gestion et on ouvre un poste, ils sont dans le coin, donc ils prennent le poste, mais c'est pas forcément des militants au départ, ni de l'économie sociale, ni du commerce équitable, mais c'est à nous, la direction de la SCOP, de les emmener dans ce sens-là, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est que effectivement, ils adhèrent au projet et pour ça, il faut former, il faut partager l'information. Bonjour, vous avez dit que vous n'étiez pas le seul sur le créneau du commerce équitable et je crois comprendre c'est un label réglementé et que ces autres entreprises, les autres, de ce fait, doivent partager au moins une partie des valeurs que vous avez présentées. Pour autant, vous avez dit aussi que ces autres entreprises, ces concurrents sont pas des scopes, pas forcément des scopes. Alors ma question est, dans cette compétition, car c'en est une, comment est-ce que Scope, ça vous fait un plus ou un moins dans cette compétition en termes de compétitivité? Et est-ce que le Scope fait un élément de différenciation pour les consommateurs dans le cas où vous transférez cette label Scope dans vos produits, vous faites connaître vos produits par le fait que vous êtes Scope, vous associez vos produits au Scope. Voilà, c'est la question de la compétition quand on est Scope et que les autres ne le sont pas. D'accord. Alors, moi, je vais dire, en commerce équitable, on ne devrait pas être en compétition. Moi, je dis, c'est mes confrères, les autres. Voilà, les autres sociétés, vous connaissez, le café Malongo, c'est quand même le premier produit et c'est encore le plus vendu. Parce qu'en fait, c'est la 3e référence du rayon café. C'est une boîte en métal marquée petit producteur. Mais Malongo fait partie d'un groupe belge, par exemple. Et ils ont ce produit-là qui est commerce équitable, mais d'autres cafés ne sont pas forcément bio, ne sont pas forcément équitables. Ce produit-là n'est pas bio, par exemple. Voilà. Et après, Alter Eco, c'était l'autre marque de commerce équitable qui s'est créée en même temps que nous. Lobodis, voilà, c'était ça nos confrères. Ensuite, alors, en fait, c'est un élément différenciant parce que c'est plus cohérent. Puisque le commerce équitable, c'est remettre l'être humain et son travail au centre des valeurs. La SCOP, c'est exactement pareil. On remet le travailleur, la travailleuse au centre des valeurs avant
avant le financier extérieur. Donc, ça permet d'être plus cohérent. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit aussi une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est moi qui fais les négociations avec la grande distribution. Ils me demandent, rassurez-vous, maintenant on est devenu une grosse boîte, donc ils nous demandent les mêmes choses qu'ils demandent à tout le monde. En ce moment, ils sont en train de nous demander de la déflation, puisque le ministre a dit qu'il fallait faire la déflation. Donc, ils sont musclés. Ils ont dit, ah, vous avez entendu le ministre, là, maintenant, il nous faut du -5 cette année, etc. Ouais, le cours mondial du cacao, il a quand même pris 60%. Donc, on va avoir du mal à faire les deux en même temps, quoi. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, il y a les mêmes, demandes, etc. Mais le fait qu'on soit pas un grand groupe financier, il y a une meilleure compréhension de par nos clients. Voilà. Ensuite, le consommateur, moi, je dirais, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas énormément de gens qui savent qu'on est une SCOP. Au départ, les gens, ils achetaient au rayon bio un chocolat bio. Et puis, ils essayent, et puis ils aiment bien le goût, et puis ils découvrent aussi, oui, qu'en plus, il est équitable, etc. Et la SCOP, ça vient en dernier. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette série spéciale où on a imprimé 4 millions de tablettes là, avec, en mettant notre SCOP à 20 ans, et c'est grâce à vous, merci. C'est pouvoir expliquer aux gens qu'on est une SCOP, parce qu'effectivement, c'est un élément, je crois que dans la tête des gens, du grand public, c'est pas mal la SCOP, parce qu'effectivement, c'est une entreprise qui a du sens, qui est faite pour avoir du sens, et qui permet de faire une économie en répartissant plus justement les profits et le sens des décisions, quoi. Mais voilà, ça s'est pas passé. Je crois pas. Alors, les gens du mouvement coopératif, nous connaissant, sont venus acheter nos produits, mais c'était les gens qui étaient au courant, quoi. Mais au départ, on est rentré par le commerce équitable, parce qu'il y avait une demande des consommateurs de commerce équitable, grâce au travail d'artisans du monde au départ, et puis d'associations militantes. Voilà. Donc la demande des consommateurs, c'est ça qui nous a permis aussi de se développer. Pas d'inconvénient d'être SCOP par rapport à vos compétiteurs. Non, enfin moi je vous dis, ça permet d'être plus cohérent. Après, souvent on dit dans les scopes, oui, mais les scopes c'est compliqué, on peut pas lever des fonds. Ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous on a levé 15 millions d'euros pour la construction de notre chocolaterie. Ça a été fait en un mois. En gros, quand vous êtes riche et bien portant et que vous faites des bénéfices, vous êtes copain avec plein de gens. Alors, au début, quand on a créé la boîte, il y a 20 ans, il nous fallait trouver 300 000 euros. Ça a été beaucoup plus compliqué pour les trouver parce que c'était un gros pari. Et il y avait, donc on est allé, il y a eu que les banques un peu engagées, coopératives, comme Crédit Coopératif, il y avait la NEF. Et puis il y avait à Toulouse, vous savez, vous avez IES, Initiative pour une économie solidaire. Il y en a deux là, dans l'assistance IES, et qui s'est créé à peu près en même temps que nous, je crois, il y a 20 ans. Et 25 ans, d'accord. Et donc, on a fait partie des premières entreprises sur lesquelles ils ont investi. Donc, heureusement qu'on a eu ça parce que il nous fallait 400 000 euros pour commencer à lancer les premières impressions d'emballage, commander les premiers containers, etc. Nous, on avait réuni 100 000 euros entre nous trois, nos primes de licenciement et la famille, les amis, le tonton en Suisse, etc. Donc, on avait 100 000 euros, mais il fallait emprunter 300 000. Ça a été beaucoup plus compliqué que les 15 millions. Voilà. Les banquiers vous prêtent un parapluie quand il fait beau, mais ils vous le reprennent quand il pleut, quoi. Et c'est une définition d'un ami de l'économie sociale qui me disait ça, mais il ne faut pas le dire. C'est pas bien. Voilà, pour répondre. Oui, bien, moi, en fait, j'ai 3 questions à vous poser. Bon, la première, elle concerne le commerce équitable parce que c'est un label. Et pour pouvoir en bénéficier, il y a des règles à respecter. Alors, les règles, elles sont à la fois du côté du producteur et de l'acheteur comme vous, quand vous achetez à l'autre bout du monde, et comment faire pour que ces règles soient respectées par les producteurs, et surtout au bout de 10 ans ou 20 ans qu'on a ce producteur à l'autre bout du monde, on oublie un petit peu de vérifier s'il respecte les règles. Donc, comment vous faites pour respecter les règles? Et est-ce que parfois vous vous basez sur ce que fait Oxfam? Parce que Oxfam, c'est quand même aussi une grosse entreprise qui aide parfois à la commercialisation de produits du commerce équitable. Et bon, il faut espérer qu'ils fassent les contrôles correctement. Donc, de votre côté, comment vous faites? Et l'autre question, c'est sur la SCOP. Est-ce que c'est un label, la SCOP, et comment une entreprise, pour sa publicité, elle va déclarer qu'elle est SCOP, mais en fait,
il y a certains critères qu'elle ne respecte pas. Quels sont les critères pour être décrété SCOP? Et la troisième question, c'est dans votre souci d'aider, disons, les SCOP, j'avais entendu dire que pour envoyer vos marchandises à FIJAC, vous utilisiez RICOP, mais je crois que RICOP a beaucoup de soucis en ce moment. Où ça en est? Ouais, ben dis donc, il y a des questions. Alors, non, mais c'est une question intéressante. La première question, c'est effectivement, vous avez parlé de label. Alors, il faut savoir que le label, c'est le contrôle. Donc, c'est ce qu'on a, vous savez, en bas des tablettes, on a le logo AB. Donc, le logo AB, vous connaissez, c'est un label, c'est contrôlé. Tous les ans, on a des inspecteurs qui vont contrôler aussi bien les producteurs dans les pays du Sud, c'est-à-dire qu'il y a des contrôleurs des différents labels en Amérique latine qui vont aller faire des prélèvements, qui vont aller vérifier toute la comptabilité de la coopérative pour voir que s'ils disent pas bio et puis en même temps ils ont acheté un produit chimique ou un truc comme ça, c'est contrôlé aussi chez nous. Il y a toute une traçabilité contrôlée. Et bien, commerce équitable, c'est pareil. Il y a des labels de commerce équitable. Le plus connu, c'est Max Havelaar. C'était le label qui s'était créé depuis longtemps. Nous, au début, tous nos produits étaient labellisés Max Havelaar parce que c'était le seul label. Aujourd'hui, on est parti, comme on est des militants, comme on vous le disait, on est parti sur le label producteur paysan, qui était un label qui était créé par les producteurs des pays d'Amérique latine et qui est beaucoup plus ambitieux pour nous que Max Havelaar, qui va plus être pour les multinationales, on va dire. Nous, le prix du cacao, par exemple, est beaucoup plus haut que celui du label Max Havelaar. Et puis voilà, enfin, donc c'est un label qui est beaucoup plus engagé et des gens comme Solidarmonde aussi vont plutôt utiliser les gens militants vont comme Oxfam aussi, qui est une super ONG, c'est un confrère aussi. Il est peu diffusé en France. Par contre, des endroits où c'est très important, comme au Benelux, eh ben, ils ont un énorme réseau de boutiques Oxfam qui est très important. Et ben, dans toutes leurs boutiques, ils ont les produits éthicables au Benelux, par exemple. Donc pour nous, Oxfam, c'est un confrère. C'est quelqu'un qui fait des choses très bien en développement, parce qu'en plus, ils ont le côté Oxfam magasin, mais le côté Oxfam développement aussi. Ils sont beaucoup plus anciens que nous. Et voilà, et on est... donc, on n'est pas en concurrence directe avec eux parce que ils se développent peu en France et là où ils sont, c'est en magasin spécialisé. Et comme vous savez, nous, on est en grande distribution. Donc, on n'est pas en concurrence directe avec eux. Et la dernière question, c'est effectivement, on favorise l'intercoopération. Et puis, en plus, pour les transports, c'est un des plus gros impacts qu'on ait, parce que tout le monde dit, ah, vous faites quand même la transition écologique, parce qu'il n'a pas encore été posé la question, mais alors vous faites venir le cacao, le café de très loin, ça traverse la planète, ça pollue. Alors, bon, d'abord, ça pousse mal en Bretagne, le café et le cacao, quoi. Ça ne vous aura pas échappé que forcément, vous avez essayé. Forcément, ça viendra des pays du Sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces containers, ça vient tout par bateau. On fait évidemment aucun transport en avion. Et en fait, quand on est en train de refaire notre bilan carbone Scope 3, là, qui sera fini en mars, pour mesurer vraiment tous les impacts de l'ensemble du cycle de vie. Sur le bilan carbone qu'on avait fait il y a une dizaine d'années, on avait regardé au niveau des transports. En fait, les transports en cargo, les 10 000 km en cargo, c'était que 10% de notre impact carbone. 30% de notre impact carbone, ce sont les transports en camion en France pour aller livrer les entrepôts et la grande distribution. Parce que c'est très mal fait, la France. C'est historique. Il y a eu très peu de développement du ferroutage. C'est pour ça qu'il y a eu la création de RICOP aussi. Vous avez proposé ça, du fret par camion. Alors, c'est tout simple. Pourquoi? C'est encore pour une histoire de pognon. C'est que la SNCF, donc si vous savez qui faisait les trains, il est propriétaire de Géodis, qui est une des plus grandes compagnies européennes de camions. Donc, on ne va pas s'auto-concurrencer. Donc, on fait les passagers dans les trains, les marchandises dans les camions et les vaches seront bien gardées. Et donc, du coup, ça a été très compliqué. Nous, au tout début d'Eticable, on avait appelé la Cernam, c'était la Cernam à l'époque, à Agen, 6 mois pour avoir rendez-vous avec le commercial de la Cernam pour le rencontrer. Est-ce qu'on pourrait vous faire travailler, s'il vous plaît? Je n'ai pas le temps. Voilà, donc c'était peu développé. Alors, on fait un peu de ferroutage, nous, avec quelques trucs, surtout les expéditions à Bruxelles, où là, on a le temps, on fait un petit peu, mais aujourd'hui, en vrai, c'est c'est moins de 5% de nos transports. Et c'est sur quoi on doit travailler le plus, c'est les transports routiers en France, mais bon, on est quand même dépendant du système. Et voilà, la grande distribution, les palettes Europe, les machins, etc. Les livraisons, on a une commande lundi, il faut la livrer le mercredi matin
à 8 heures. Ça, avec un trafic en train, c'est pas possible. Donc voilà, il y a ça sur quoi travailler. Et on a aussi investi chez Wincop. Et Wincop, c'est une coopérative qui est en train de construire un cargo à voile qui devrait démarrer en 2026 pour faire le trajet Madagascar-l'Europe. Et donc, nous, on a 20 containers par an de Madagascar, donc ça permettra de travailler avec eux. Mais en vrai, je vous dis, on sera bien pour la communication, mais si je pouvais trouver des camions à voile qui me fassent enlever 30% de notre impact carbone, ce serait quand même beaucoup plus efficace. Voilà, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la plus grosse partie serait la partie agriculture si on était en conventionnel. Le fait qu'on soit en agroforesterie permet d'éviter toute une grande partie de l'impact de notre activité. J'ai répondu aux 3 questions, là, c'est bon. Ah oui, alors, c'est pas un label, par contre, c'est un type d'entreprise. Et en fait, dans les familles d'entreprises, vous avez, en France, vous avez la SARL, Société à responsabilité limitée, la SA, Société anonyme, SAS, je sais pas ce que ça veut dire, et non, par action simplifiée, pardon. Et les SCOP, c'est une famille, donc qui existe, comme l'a dit M. Bouten, qui existe depuis plus de 100 ans. Et c'est une famille coopérative. Ça veut dire que on a des statuts, effectivement, qui doivent respecter certaines choses. Donc, la démocratie. Ah oui, non, mais j'ai pas fini de répondre à votre question, vous avez raison. La démocratie dans l'entreprise, une personne, une voix. Et pour ça, il y a la révision coopérative qui est obligatoire dans toutes les coopératives. On doit se faire réviser tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 5 ans, ça dépend de la taille de la boîte, pour vérifier qu'on répond bien à ces critères-là. Et après, on est inscrit sur la liste du ministère. Donc, c'est pour avoir ce nom de société coopérative, il faut passer par des contrôles. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour la partie commerce équitable, donc ces labels qu'on fait font aussi les mêmes contrôles que font la bio. C'est-à-dire que le label SPP ou le label Fairtrade Max Havelaar a des inspecteurs dans les pays du Sud, a des inspecteurs en France. Ils viennent nous voir 2 fois par an, ils passent 2 journées, ils regardent tous nos comptes, ils vérifient qu'on a bien répondu à tous les critères de commerce équitable. Donc ça, si vous voulez, par rapport à votre question, en disant est-ce qu'au bout de 10 ans, ça passe pas, tous les ans, on est contrôlé, donc que ce soit en bio ou en équitable. Et 2, après, on a nos 8 agronomes qui sont sur le terrain et qui participent à toutes les assemblées générales de toutes les coopératives qui suivent. Et en général, quand il y a un problème démocratique dans une coopérative, ça arrive malheureusement, on le sait avant que le certificateur de faire le découvre. Et parfois, c'est nous qui prévenons, quoi. Donc voilà, effectivement, ces labels font des contrôles et c'est ça qui vous permet, quand vous allez dans n'importe quel magasin, ils labellisent pas une entreprise, hein, ils labellisent ce produit-là. Parce qu'il y a des entreprises qui ont un produit commerce équitable et le reste pas. Mais ça va contrôler le flux. Pour nous contrôler comme l'ensemble de notre business est en commerce équitable, on ne risque pas d'acheter plus du cacao équitable et puis du pain équitable et de vendre des tablettes équitables. C'est ça qu'ils vont contrôler, quoi, qu'on évite qu'il y ait des dérapages. Nous, comme c'est 100% de notre activité, on peut pas tricher et vendre acheter du pain équitable. Bonsoir. Alors, il se trouve que j'ai été fondateur d'une SCOP et que j'ai été sociétaire de cette SCOP pendant 5 ans. Alors, vous avez commencé votre propos en disant que une SCOP, c'était une entreprise comme une autre. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que, vous l'avez largement démontré, en matière de prise de décision, de démocratie, de solidarité, etc., c'est quand même très différent de travailler dans une SCOP. Très différent. Et c'est vrai que une SCOP est une entreprise comme une autre en matière de droit, de législation, de comptabilité, d'emmerdement. C'est vrai que c'est une vraie entreprise. Alors, je ne vais pas parler de ma SCOP, enfin, je dis moi. Comment elle s'appelait, votre SCOP? Il me semble qu'il y a un cas, parce que c'est un cas haute-maronnais au départ, et plus emblématique, qu'elle est une entreprise qui s'appelait Scopelec. Scopelec, c'était une énorme SCOP. C'était 2400 salariés. 3008, ils sont montés jusqu'à 3008. Un demi-milliard de chiffre d'affaires, enfin, c'est un gros truc. Mais 40% du chiffre d'affaires de cette SCOP était assuré par Orange. 60%. Et en 2021, Orange décide de ne plus faire appel
à Scopelec. Donc, une entreprise très spécialisée qui perd 40% de son chiffre d'affaires, il n'y a pas photo, c'est le dépôt de bilan sûr. C'est ce qui s'est passé. Et il y a donc l'année en 2022, il y a eu une mise en redressement de cette entreprise et 2 projets se faisaient concurrence. Il y avait un projet qui était présenté par le directoire de la SCOP et qui avait l'appui des salariés, qui prévoyait quand même la suppression de 1000 emplois sur 2400, parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans une entreprise. Et puis, il y avait un deuxième projet qui était présenté par un fonds d'investissement britannique qui, lui, prévoyait 1300 suppressions d'emplois. Je vous laisse deviner quelle a été la décision du tribunal de commerce de Lyon. Bien évidemment, c'est la boîte, enfin le fonds d'investissement britannique qui a emporté le morceau. Au titre d'une, je cite, d'un projet plus solide financièrement. Alors, sur 1300 salariés au chômage l'an dernier, la quasi-totalité de ces personnes sont aujourd'hui, 1 an plus tard, toujours au chômage. Alors, en conclusion, moi, je voudrais dire simplement que si une SCOP n'échappe pas à l'environnement économique, c'est quand même une utopie qui vaut largement le coup d'être vécue. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique le cas Scopelec, parce que c'était effectivement, nous, c'est une énorme tristesse dans le mouvement. C'était la plus grosse scope de France. 3800, c'était monté jusqu'à 3800 salariés. Elle avait 49 ans. Moi, je peux bien vous en parler, parce que je suis président de l'Union régionale des scopes, et je me suis battu pendant 2 ans pour essayer de la sauver. De la sauver de qui? Pas d'Orange, de son patron. Thomas Fopiani, l'ancien dirigeant, qui a pris le pouvoir avec un coup d'État, c'est lui qui a coulé la boîte. Je vais vous dire la vérité, parce que, évidemment, il a attaqué Orange, c'est la faute Orange. Orange en a eu marre. Orange en a eu marre. Moi, parce que je connais très bien l'ancien dirigeant, le fondateur, Jean-Luc Andelon. Et lui, quand il est parti à la retraite en 2017, Orange lui a fait un pot de départ pour le féliciter, avec tous les plus grands cadres d'Orange, etc. Il y avait des rapports super. Ce gars-là était DG, ce monsieur Fopiani. Il y avait un président dessus de lui. Un jour, il a fait un coup d'État, il est arrivé avec plein de cadres. Il a dit, oh, c'est lui ou nous, etc. Donc, le conseil de surveillance était obligé de faire partir le président. Il n'y avait personne d'autre, c'est lui qui a pris le pouvoir. À partir de ce moment-là, il s'est occupé de garder le pouvoir, donc de déglinguer la boîte. Il a fait partir tous les principaux cadres. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à essayer de me battre, etc. Et voilà. Et comme c'était quelqu'un qui était un beau parleur, etc., il avait enrobé tout le monde, à part Orange, qu'il n'allait jamais voir. Et par contre, le service il y a eu des problèmes, parce que quand vous virez tous les cadres, je vous dis ça parce que quand on a essayé de faire la reprise, le projet dont vous avez parlé, c'était une reprise en scope par les salariés. J'étais allé chercher Jean-Luc, qui était à la retraite depuis 10 ans, mais qu'il fallait qu'il vienne nous aider, l'ancien fondateur. Il prend l'organigramme de la boîte, pas depuis 10 ans, il était à la retraite depuis 4 ans. Il était parti 4 ans avant. Il prend les 150 premiers cadres, il n'en connaissait plus aucun. Une boîte qui avait 49 ans. Vous trouvez ça normal? Ben voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et il a eu tellement de problèmes de qualité, de trucs. Il a nommé des gens pas compétents à des postes clés, mais pour des raisons de pouvoir. Ce qui s'est passé en région Occitanie, le service est complètement s'est déglingué en région Occitanie. Orange a prévenu plein de fois. Et à ce moment-là, ils ont dit Scopelec, l'appel d'offres, c'est des appels d'offres tous les 4 ans. Donc, avant de partir, l'ancien dirigeant avait renouvelé tous ces appels d'offres. Et là, ils ont dit, Scopelec, à cause de la qualité, vous n'avez même pas le droit de répondre à cet appel d'offres. Et ça concernait le marché de la région Occitanie, donc 800 salariés sur les 3008. T'es prévenu 9 mois avant. Qu'est-ce qu'a fait ce dirigeant? Au lieu de sauver la boîte, parce qu'il pouvait la sauver à ce moment-là. Il fallait travailler pendant 9 mois à recaser ses salariés, parce que de toute façon, le nouveau qui allait reprendre le chantier, il allait avoir besoin d'ouvriers, donc il fallait essayer de négocier avec lui
qu'il y ait des conditions correctes quand même pour les ouvriers. Il fallait restructurer la boîte pour la sauver. Ça aurait été possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les 9 mois, il a fait la guerre à Orange. Puis il y a un média en disant c'est des salauds, ce que vous avez dit comme message, ce qui était dit par tout le monde. Et les ouvriers le croyaient parce que, effectivement, dans ce cas-là, la boîte est tellement grosse qu'ils n'ont plus le lien direct et ils ne comprennent pas. Et tout le monde disait c'est Orange, c'est Orange, c'est Orange. Alors, bien sûr que c'est la décision d'Orange qui a géré ça, mais la décision d'Orange, elle est venue aussi d'un vrai problème de qualité. Et ensuite, il est rentré dans le conflit. Il a passé des mois en conflit en disant je veux faire annuler ce truc, il n'a pas le droit, etc. Et finalement, au passage, tous les tribunaux ont dit ben non, ben si, il a le droit. Orange a prévenu dans les délais, ils avaient envoyé un courrier en recommandé 2 ans avant, etc. Donc au lieu de s'occuper de sauver la boîte, il s'occupait de faire ce combat. Et quand il a complètement perdu le combat, de toute façon, il y avait tous les autres renouvellements d'appels d'offres dans les autres régions. Donc je veux dire, il était voilà, le chat noir dans le truc. Donc même au moment où il y avait les 2 projets de reprise, Orange a dit je vous préviens, si c'est eux qui reprennent, je ne veux même pas entendre parler. Donc effectivement, ça c'est tellement, voilà, je vous dis le dessous de l'histoire, je voudrais dire la vérité. Orange n'a pas été cool sur ce coup-là, mais c'est pas juste un choix pour tuer une scope. C'est ce monsieur qui a tué la scope. Et moi, je me suis battu au niveau national, je me suis frité avec la direction parce que nous, le mouvement des scopes avait des sous aussi dans Scopelec. Mais personne ne le voyait parce qu'il faisait les choses en interne, etc. Quand il faisait partir les gens, et puis, enfin voilà, il y a eu tout un tas de trucs. Enfin, je peux en parler pendant des heures, parce que moi, j'avais vu ça, mais après, trop tard, quoi. Je veux dire, on a réussi à le faire partir au mois d'août, en mois de septembre, elle était rentrée. Enfin, je veux dire, c'est pas en 2 mois qu'on peut faire un vrai projet et retrouver la confiance d'Orange, ce qu'il aurait fallu faire. Voilà pour cette histoire-là. Et dans ces cas-là, effectivement, dans les scopes, quand ça devient une grosse boîte comme ça, c'est plus difficile c'est plus facile, on va dire, le côté démocratique, c'est notre outil de travail quand on est une dizaine de militants, oui. Là, c'est. Bon, pardon, je ne vais pas passer des heures sur le dossier Scopelec, mais puisque vous l'avez abordé, voilà, je voulais vous y répondre. Bonjour à tout le monde et merci pour votre intervention qui configure bien l'ensemble du problème des scopes et du marché équitable. Je voulais juste vous poser 2 questions. D'une part, quelles sont vos relations avec Via Campesina, qui travaille aussi pour le développement des paysans dans les pays d'Amérique latine en particulier, mais aussi ailleurs? Et d'autre part, quelles sont vos relations avec Artisans du Monde, qui aussi fait du commerce équitable? Est-ce que vous travaillez avec eux? Etc. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, Via Campesina, je ne connais pas très bien, je crois que c'est une ONG, c'est ça qui fait du développement. C'est un syndicat, enfin, c'est une ONG, oui, mais c'est créé par les paysans d'Amérique latine et du monde et d'Afrique et d'Océanie. C'est un syndicat essentiellement qui défend les travailleurs pour qu'ils restent sur leur terre. D'accord. Parce que moi, je suis pas, enfin, moi, dans la boîte, je ne suis pas agronome, moi, donc je voyage beaucoup. Non, mais ce n'est pas de l'agronomie, hein, c'est de la défense des paysans sur leur terre. Oui, oui. Par rapport aux risques d'expulsion, par rapport aux conditions de travail et par rapport aux produits qu'ils fabriquent, enfin, qu'ils développent sur leur terre. Donc, nous, on n'a pas de relation directe ou de travail direct avec ce. C'est comme avec Paysans d'ici. On travaille avec des groupements de producteurs, mais on ne travaille pas avec le syndicat des producteurs. Donc, on les connaît via Campesina. Moi, je ne connais pas très bien parce que moi, comme je suis le commercial, donc je disais, je voyage beaucoup, mais moi, c'est entre Landerneau et Villeneuve-d'Ascq pour aller rencontrer Auchan ou Leclerc. Je me suis fait avoir là, dans la répartition des trucs. Les autres, c'est des agronomes, ils voyagent dans les pays du Sud, mais moi, voilà. Et donc, je ne connais pas très bien. Donc, via Campesina, je sais qu'on ne fait rien de spécial avec eux. On travaille beaucoup avec des ONG comme Agronomes et Vétérinaires sans frontières ou comme d'autres comme ça. Et Solidarmonde, pour nous, c'est des frères de combat. Artisans du Monde, pardon, c'est des frères de combat. Solidarmonde, c'est leur marque. Je sais qu'il y a certaines boutiques qui vendent nos produits, comme le Artisan du Monde Toulouse, à l'époque, proposait aussi nos produits. Donc, nous, on n'est pas dans l'artisanat, mais eux, ils ont quand même une grande partie alimentaire aussi. Le choix qui était fait à l'époque chez Artisans du Monde, ça a été de ne pas aller en grande distribution. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire une marque pour la grande distribution et une pour leur boutique pour pouvoir grandir, etc. Parce que ils ont eu des problèmes de financiers, Artisans du Monde, pendant longtemps parce que justement, c'était compliqué. Leur vente reposait beaucoup sur les boutiques. Aujourd'hui, ils ont leurs produits aussi chez Biocoop, heureusement. Et voilà, enfin, pour nous, c'est respect. Enfin, je veux dire, ils ont développé le commerce équitable depuis plus longtemps que nous, puisque c'était depuis 1972. Donc, voilà, encore une fois, pour nous, ce sont des confrères, ce ne sont pas des concurrents. Et en plus, on n'est pas sur les mêmes marchés.
Merci pour tout ce que vous exposez. Je ne peux qu'adhérer et être satisfait. Hein. Bon, vous montrez qu'on peut faire autrement, qu'il y a des possibilités. Bon, je vois aussi qu'il y a beaucoup de chiffres et qu'il y a de bons résultats. C'est à mieux. Mais là, j'interviens un peu avec un souci, une préoccupation, ce qui est notre cycle questions sur le travail. Et on s'est donné donc des conférences, dont la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'on l'intègre, mais pour faire 3 ateliers sur comprendre le travail aujourd'hui. Et à vrai dire, j'aimerais en savoir un peu plus. Je vois que vous faites des choses intéressantes, mais vous avez de bons résultats. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez engagé en interne des dispositifs, des commissions internes à l'entreprise où on a visibilité ce qu'est le travail concret dans l'entreprise, dans les divers services, afin que les personnes puissent en débattre, que ne puissent pas remettre les clés à un patron qui comme à Scopelec, mais qui essaye de voir comment on peut mieux fonctionner, travailler autrement. Voilà, ça c'est un premier point. Et pas uniquement le pilotage qui est déjà essentiel et par rapport à ce qu'on apporte aux consommateurs, à ce qu'on apporte aux producteurs, mais à ce que on apporte au travail concret, à ce que les gens soient en maîtrise de leur travail. Bon, ça c'est le premier. Est-ce que vous avez fait ce genre de commission? Je sais pas. Je sais que dans certaines entreprises, il y a eu des groupes de rencontres du travail qui ont été initiés, avec des cadres, des non-cadres, des syndicalistes, des non-syndicalistes, et que les travaux, ils montreraient que ça permet d'aller au-delà de ce que montrent les chiffres. Bon, c'est des groupes de rencontres du travail. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, voilà. Bon. 2 points de plus, une réflexion. Au travail, on produit des biens, mais aussi on produit des liens. On fait, et donc, manifestement, vous êtes engagé dans cette logique-là. Donc, c'est pour ça que je m'adresse plus volontiers avec vous. Hein. Mais est-ce que ces liens qui se créent, est-ce qu'on peut les voir à partir des situations de travail, à partir des micro-choix que les gens font quand ils ont des problèmes à résoudre dans l'entreprise? Voilà, ça c'est donc d'où ces commissions. Et une autre réflexion, comme ça j'aurais terminé. J'ai lu un article où Laurent Berger dit une phrase et elle m'a fait beaucoup réfléchir. Comment, il s'interrogeait, c'est dans la revue Esprit, comment avoir de la prise sur son travail? On ne peut pas sortir de l'entreprise pour redevenir citoyen. On doit l'être dedans. Et si on ne l'est pas dedans, on l'est mal dehors. Est-ce que dans votre entreprise, vous aidez à ce que les travailleurs soient des citoyens? Vaste question. Alors, je commence par la dernière. Mais j'attends qu'il écoute la réponse, sinon. Donc, par rapport à la dernière question, il y a en ce moment un grand débat, c'est entreprise citoyenne. Ça, c'est au niveau du mouvement des scopes. Effectivement, le mouvement des scopes veut montrer que le côté aussi démocratie dans l'entreprise, ça permet aussi de se rapprocher de la démocratie citoyenne au niveau du vote, et qu'il y a des parallèles entre ces trucs-là, et que autant on est fier de faire partie d'un pays, et l'entreprise citoyenne, ça doit être pareil, on doit être fier de participer à l'entreprise. Après, pour votre première question, malheureusement, je vais vous dire non, on n'a pas fait des groupes de travail là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'on a, après, quand je disais effectivement une entreprise classique organisée comme les autres entreprises, on a un CSE, un comité social et économique, qui est donc sont les délégués du personnel. On a 12 personnes, donc on fait les réunions avec eux, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre conseil d'administration, on est 12 au conseil d'administration, il est à parité égale. Aujourd'hui, ça va peut-être changer en janvier parce qu'il y a des nouvelles élections, donc après c'est au vote. Donc, ces 12 personnes, ce sont 12 salariés qui ont chacun plus de 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont nous, les 3 fondateurs. Et donc, voilà, ils sont là, ils viennent. On a fait ce conseil d'administration, on l'a fait assez équilibré entre des gens des différents services. Voilà. Et après, on a notre CSE comme dans les autres boîtes. Et
Donc, on n'a pas lancé de réflexion sur le travail, etc., spécialement. Après, on avait on avait recruté un responsable des ressources humaines et qui avait mis en place un fonctionnement un petit peu comme il venait d'un grand groupe en fait pharmaceutique appartenant à des fonds d'investissement et il a voulu mettre en place un petit peu. Il trouvait que c'était pas assez structuré, on va dire, chez nous. Et il a mis en place un truc assez descendant. Ben, je veux dire, c'est pas passé, quoi. Là, il est parti. Et nous, on a eu les oreilles qui ont chauffé, nous, les dirigeants. Les CSE, ils nous ont fait un truc, qu'une enquête du personnel, machin. Quand j'ai vu ça, je me suis cru qu'on était, qu'on s'était transformé. Voilà. Donc, il peut y avoir partout des dérapages, des choses comme ça, comme on disait tout à l'heure. Et voilà, simplement, sachez qu'on est plus à l'écoute des salariés. Après, souvent, ça vient d'un groupe, si un groupe de salariés qui nous dit on voudrait faire un comité de réflexion sur le bien-être au travail, ben, on va dire oui. Et puis voilà, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on est à l'écoute, quoi. C'est comme quand ils ont demandé de faire du commerce équitable pour les paysans français. Et on a bien fait, parce qu'en plus, ça nous a permis, à un moment, de se faire connaître aussi grâce à ça. Donc, toujours écouter comme ils disent, ces parties prenantes, comme ils disent dans la RSE. Et donc, les salariés de la SCOP sont évidemment les parties prenantes. D'abord, je vous connais par le sucre que j'achète régulièrement. Et l'autre chose, j'étais aussi sensibilisé par une expérience dans une SCOP pendant une douzaine d'années, qui travaillait avec les collectivités territoriales dans la région. Ma question, elle porterait, elle a été en partie répondue, sur comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de roulements? Comment se passent les évolutions de carrière? Y a-t-il des syndicats? D'accord. J'avoue que j'ai pas répondu à la question sur le turnover qui m'a été posée. C'était une question chiante, alors j'ai pas répondu. Non, pardon, je blague. Je veux dire, on est une boîte classique et il y a aussi un taux de turnover. Moi, je vois sur nos commerciaux, le turnover moyen en France des commerciaux, c'est 1 an, 1,8 années. Nous, on doit être à 2,2. Mais donc, on n'est pas tellement mieux. Pourquoi? Parce que c'est un métier compliqué. Surtout pour des militants du commerce équitable, d'aller essayer de convaincre les chefs de rayon de la grande distribution dont l'économie sociale et solidaire, c'est pas forcément la priorité. Des fois, ils s'épuisent à faire ça. Et en fait, dont on se rend compte pour le turnover, après, moi, je sais plus, on a regardé, c'était 28%, un truc comme ça, mais c'est parce qu'on avait plein d'arrivées aussi. On est grandi, on est passé de 60 salariés à 160 en quelques années. Donc, c'était, voilà. On n'est pas à zéro turnover. Nous, ce qu'on voit, c'est que ce sont les jeunes qui arrivent, ils veulent travailler dans le commerce équitable, ils sont contents d'arriver chez nous, ils font 2 ans, mais après, ils ont besoin de changer. Ils vont voir ailleurs. Quand on récupère des salariés à Fleurance qui ont travaillé avant 10 ans ou 20 ans dans d'autres boîtes, ils partent plus. Donc, quelque part, ils voient la différence. Enfin, ils partent en général, hein, il y en a toujours qui vont partir parce que voilà. Donc, on n'est pas. Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont plus dans le schéma qu'on avait nous. Tu rentres dans une boîte et après, tu partiras à la retraite et tu fais toute ta carrière dans la même boîte. C'est plus tout à fait pareil. Voilà. Donc, je pense qu'on a un turnover un petit peu meilleur, mais en même temps, comme on a pas mal de gens qui sont jeunes, ils passent chez nous, ils sont contents d'y passer, mais après, ils ont besoin d'aller faire autre chose. Par contre, il n'y en a aucun qui va travailler chez Unilever après qu'on les formé chez Eticable. Ils n'y vont pas souvent. Ils essayent de rester dans l'économie sociale et solidaire, voire ils créent une activité. Donc, je sais qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui étaient partis créer une boutique de commerce équitable en Belgique, d'autres, voilà. Donc, souvent, il reste. Moi, j'ai pas mal d'anciens salariés à la Nef, à l'Union régionale des SCOP d'Auvergne, des choses comme ça, de Lyon, enfin voilà. Donc, il y en a beaucoup qui essaient de rester comme ça. Mais on n'est pas. Voilà, quand je dis on est une boîte classique, on fait aussi des erreurs, on a aussi des erreurs de recrutement. Comme je vous ai parlé, au niveau du service ressources humaines. Ça, il ne faudra pas le mettre dans le compte rendu. Pardon. Voilà. Donc, voilà. C'est quel scope où vous étiez, vous? ITER, oui, je connais très bien. ITER a 45 ans cette année. Oui. Je leur ai envoyé des chocolats.
Comme c'est nos 20 ans, on a regardé les coopératives. Oula, j'en ai envoyé à IES aussi, mais vous ne l'avez pas encore reçu. Mais comme c'est nos 20 ans, on s'est dit on va envoyer des chocolats aux autres scopes de la région qui ont leur anniversaire aussi. Donc ils vont recevoir du chocolat. Mais leur dites pas avant. Voilà. Oui, les syndicats. Alors oui, moi je suis au MEDEF. Non, je rigole. J'avais eu ça une fois, une réunion avec des syndicats. On me disait, est-ce que vous avez des syndicats? Je dis oui, moi je suis au MEDEF. Mais non, non, non. Alors il se trouve qu'on n'en a pas. Alors, il y a une histoire, c'est un peu une histoire difficile entre les scopes et les syndicats. Et j'avoue que sur l'histoire, moi ce que j'ai entendu, parce que je n'étais pas à l'époque, mais sur l'histoire quand les verreries ouvrières d'Albi se sont effondrées, c'est aussi qu'il y a eu un désaccord entre les syndicats et la direction de la SCOP. La problématique pour les syndicats, c'est que quand même beaucoup le métier d'un syndicat, c'est pas le bon mot, mais souvent le syndicat, il a en face de lui le patron, et donc il est là pour protéger les salariés face au patron. Et dans la SCOP, le patron, il est aussi salarié et il a été élu. Et donc, c'est compliqué. Ça casse le travail habituel, on va dire, d'un syndicat dans une entreprise classique. Ça le casse un petit peu. Je vais dire, dans une SCOP, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin d'y avoir de syndicats, puisque les gens ont vraiment voix au chapitre. Moi, si je tape dans la caisse, je vais me faire déboulonner. Là, au mois de janvier, on a une AG, je ne suis plus président. Ça, c'est sûr. Je veux dire, n'importe quand, les salariés peuvent déboulonner la direction. Donc, voilà. On avait à l'époque une personne qui était syndiquée CFDT il y a 10 ans de ça. À l'époque, ça nous avait permis de faire aussi sur notre accord sur le temps de travail. Comme on avait quelqu'un de syndiqué, ça a été fait. Mais elle n'est plus maintenant et on n'en a pas actuellement de syndicat. Voilà. On l'empêchera pas. Mais on se dirait peut-être normalement, on ne devrait pas avoir besoin forcément de syndicats pour défendre les salariés, parce qu'ils ont les moyens de se défendre, un moyen fort qui est la démocratie. Deux petites questions. La première, c'est relatif au financement. Est-ce que vous trouvez facilement du prêt actuellement? Et est-ce que la BPI vient aider les scopes, soit à leur création, soit dans leur fonctionnement? Et la deuxième question, c'est y a-t-il des structures équivalentes aux scopes dans les pays qui nous entourent? Alors, la première question, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure du financement. Donc, comme je le racontais, c'est plus facile maintenant qu'on gagne de l'argent. Alors, justement, pour notre levée de fonds de 15 millions d'euros pour la chocolaterie, on l'a fait avec la BPI. Donc, la BPI, son boulot, c'est la Banque des Territoires maintenant, c'est d'aider de financer des entreprises, des projets économiques. Et des projets économiques. Donc, déjà, ils ne financent pas les scopes à la création, ni les autres entreprises. En général, ils ne financent pas la création de la BPI. Ils vont financer les grosses entreprises qui en ont besoin. Et du coup, là, on avait un gros projet. Et eux, ça les intéressait aussi de pouvoir dire on finance aussi l'économie sociale et solidaire. Donc, comme il fallait qu'on aille chercher 15 millions d'euros, on a fait avec une société coopérative, une SCI, dont ils vont partir dans 10 ans. C'est prévu comme ça. Eux ont 49% des parts et nous 51%. Et du coup, on a levé ensemble les 15 millions d'euros. Et alors, quand vous allez voir les banquiers en tenant la main de maman, la Banque des Territoires, ça se passe encore mieux pour trouver des financements. Voilà. Donc, du coup, ça n'a pas été un problème du tout et ils nous ont aidés là-dessus. Mais comme une entreprise classique. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas été en scope, on faisait une chocolaterie à Florence en créant des emplois, ils seraient venus aussi. Voilà un petit peu la réponse. La deuxième question, c'est alors, les scopes, c'est les coopératives. Ça existe dans le monde entier. Et c'est plus ou moins développé dans les pays. En Italie, les coopératives, c'est très, très développé. En Amérique latine aussi. C'est pour ça aussi que historiquement, nous, on a beaucoup de produits d'Amérique latine. Parce que contrairement en Afrique, par exemple, il y a beaucoup moins de coopératives. Suite, je pense, à l'histoire coloniale. Il y a peu de coopératives en Afrique, alors qu'en Amérique latine, il y en a beaucoup. Et ensuite, la société coopérative, c'est un statut un petit peu spécial. Donc, on fait partie du monde des coopératives, mais c'est une usine. C'est l'usine qui appartient aux salariés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une coopérative agricole, vous allez avoir 2000 producteurs qui ont chacun leur ferme qui leur appartient à eux. Et après, ils mettent en commun la coopérative, donc l'entrepôt qui va stocker qui va acheter les semences, qui va stocker les produits, etc., et qui va trouver des débouchés. Donc là, ils ont ça en commun, mais chacun garde son exploitation. Là, une société coopérative, c'est
c'est toute entreprise qui appartient aux salariés. Voilà. Donc c'est pas. Donc c'est ça. Et alors effectivement en Belgique, ils ont créé une coopérative, mais le statut coop n'existait pas. Ils sont en train d'étudier justement en Belgique. Mais en général, il y a des trucs qui correspondent. Et c'est comme ça qu'en Espagne, nous on travaillait avec une coopérative qui existe, mais c'est pas le mot SCOP, quoi. C'est une coopérative et qui existe depuis plus longtemps que nous, depuis 25 ans, qui s'appelle IDEAS. Et qui fait la promotion du commerce équitable depuis 25 ans. Et ils sont venus nous voir un jour en nous disant on aimerait bien nous distribuer Équitable. Ils vendaient déjà leur marque en magasin spécialisé. Et du coup, ils sont allés voir la grande distribution en Espagne avec la marque Équitable. Et pareil en Allemagne. Mais par contre, du coup, les emballages sont en allemand, en espagnol. Et pour le Benelux, c'est traduit flamand, wallon. Et le packaging est en anglais. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de pays où la coopération est plus développée qu'en France. Le statut SCOP spécialement. IES est une coopérative aussi. Une SIC. Société coopérative d'intérêt collectif. Je vous remercie là, de votre exposé, très intéressant. Une question, une précision, c'est sur la partie des excédents, donc une partie qui part en réserve pour de l'innovation et de l'investissement, et l'autre partie donc qui revient aux salariés. J'aurais voulu savoir comment se fait ensuite la répartition de ces 50%. Est-ce que ça se fait d'une façon égalitaire, au prorata du salaire de chacun, ou en prorata inversé donc du salaire des salariés? Et la deuxième question a été déjà évoquée, mais je suis très surpris de votre réponse à propos des syndicats, l'utilité des syndicats. Oui, il y a une utilité, puisque souvent ce sont des personnes qui maîtrisent le code du travail, la législation, ils bénéficient de formation, et il ne faut pas les voir comme quelqu'un sur des échanges conflictuels. Il y a des syndicats très constructifs. Moi, je vais pas les nommer, mais c'est peut-être pas le syndicat lui-même, c'est l'homme en face. Hein. On peut avoir donc des hommes appartenant à un syndicat constructif, mais par contre, la personne qui le représente ne l'est pas dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt une relation d'homme à homme entre la direction et la personne qui représente le syndicat. Ouais, mais je ne veux pas dire du mal des syndicats, hein, attention. Hein, je pense que c'est vachement important. Ce que je veux dire, c'est que dans des entreprises où les salariés n'ont pas leurs mots, ne sont pas écoutés, c'est d'autant plus important de les avoir dans ces entreprises-là en priorité, que ce soit des grandes, mais aussi malheureusement, il n'y a pas assez de syndicats dans les petites entreprises qui sont parfois privées ou familiales, etc. Et quand il n'y a que 10 ou 15 salariés, c'est quand même le patron qui décide de tout. Il y a des très bons patrons et des moins bons, donc chaque fois, c'est partout. Mais je veux pas attaquer les syndicats. Je dis simplement que normalement, ils peuvent le faire. Alors, nous, notre CSE, il est conseillé par une autre SCOP qui leur donne tout un tas de conseils juridiques, etc. Et je vous assure que là, on est en train de renégocier notre accord du temps de travail et ils sont blindés. Hein. Je veux dire, c'est ligne par ligne, on est en train de regarder tout. Ça se fait. Donc, ils prennent à ce moment-là des conseillers. Donc, il n'y a pas de syndicat aujourd'hui ou de syndiqués dans l'équipe. Mais comme on paye quand même, nous, on leur donne de l'argent hein, au CSE, donc ils peuvent payer un consultant extérieur. C'est le cabinet ORC qui est en scope et qui les conseille pour ça. Voilà. Et je me souvenais plus de la première question. Hein? Alors, la répartition, donc ça se fait dans l'accord. Nous, on a un accord de participation et un accord d'intéressement. L'accord, il est écrit avec le CSE. Non, je crois que c'est proposé par la direction, mais alors c'est encore pareil. C'est que nous, on va pas faire un truc pour léser nos actionnaires. Vous voyez, donc on fait un accord qui est le mieux possible. Donc il y a une partie en salaire et une partie égalitaire. Mais on n'a pas fait tout égalitaire parce que, si vous voulez, quand vous avez par exemple un cadre commercial, il ne va pas faire 35 heures en fait. Lui, il va faire beaucoup plus. Il ne va pas être autant payé que s'il travaillait chez Unilever ou dans une multinationale. S'il se retrouve avec la participation, avec un demi-mois de salaire, quand un autre salarié qui sera lui aux 35 heures, lui, ça lui fera 2 mois de salaire. Quelque part, il y aura une injustice aussi dans ce sens-là. Donc, on a fait les deux. Et après, ça dépend des années, mais il y a eu des années où il y a eu plus d'1 million d'euros de répartis quand vous avez
un peu plus de 100 salariés, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 6-8 mois de travail, des fois. Des grandes années, parce qu'on est prévu d'équilibrer un budget, et puis quand vous faites 20% de croissance de plus que le budget, ben, à un moment, vous avez payé tous les frais fixes, donc tout le reste, ça fait de l'excédent. Et donc, mais après, ils se sont habitués, parce qu'il y a eu des années où il n'y a pas. Donc, nous, l'année dernière, on n'avait pas fait de bénéfices, donc il n'y a pas eu de participation bénéfice. Là, cette année, on devrait en refaire un peu. Donc, ça va revenir. Ce sera peut-être 1 ou 2 mois de salaire, à peu près. Voilà. Et en fait, non, je vous dis une bêtise, l'accord de participation bénéfice, c'est au salaire. Donc, par exemple, ça fera pour tout le monde 2 mois et demi de salaire. Et donc, les salaires sont compris de 1 à 4. Et l'accord d'intéressement, il y a 60% salarial et 40% égalitaire. Donc, il y a plus une répartition, c'est moins en fonction du salaire. Mais ça, c'est aussi discuté, hein, avec le CSE, hein, quand on a écrit l'accord. Oui. Bon, merci, et puis merci à vous d'abord, et merci à ceux qui vous ont fait venir, parce que je trouve que votre projet est très intéressant. Alors, j'aurais 2 questions qui sont associées. Est-ce que vous avez fait une étude pour savoir quelles sont les tranches d'âge, les populations de consommateurs qui achètent plus particulièrement vos produits? Et une deuxième question, vous y avez répondu partiellement. Comment vous faites-vous connaître, mis à part dans les radios, ici ou ailleurs, parce que finalement, on est un certain nombre à acheter vos produits, mais on a le sentiment que ce serait bien que d'autres les achètent encore. Alors, études consommateurs, notre clientèle, c'est les profs. Non, je veux dire, il y a beaucoup je sais qu'il y a beaucoup de profs qui aiment bien la démarche d'éthique, parce que des fois, il y a des cas, des cas d'entreprise qui sont étudiés dans les écoles où ils reprennent Etikable. Non, alors, on n'a pas fait de vraies études. En fait, nous, on correspond à la cible des gens qui achètent des produits bio, en général. Donc, c'est vrai que c'est quand même du CSP+. Nous, clairement, comme on est quand même plus cher dans les produits, il y a jusqu'à quelques années, c'est à peu près 20% de la population. Je pense qu'en ce moment, avec la crise, c'est plutôt 30% de gens qui ont des vrais problèmes de pouvoir d'achat, qui, eux, de toute façon, s'ils achètent du chocolat, ça va être du premier prix. Ils ne pourront pas acheter un chocolat bioéquitable. Donc, ces gens-là, de toute façon, on ne peut pas les toucher pour des questions de moyens financiers. Voilà. Ensuite, on touche voilà, la clientèle. Au départ, on est dans le rayon bio. Donc, c'est les gens qui vont aller dans ce rayon-là pour acheter un produit bio. Et voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'études vraiment. On va se baser sur les chiffres de la bio. Donc c'est vrai que les jeunes qui ont moins de pouvoir d'achat, ils vont être moins consommateurs que des gens qui ont 40-60 ans et qui vont plus en acheter. Voilà. Après, il y a des gens qui sont pas très riches, mais qui consomment quand même bio, donc qui mangent autrement, de faire moins de viande, voilà, ou des choses comme ça. Mais voilà. Et la deuxième question, c'était sur comment on se fait connaître? Donc, effectivement, alors, notre premier véhicule de communication, c'est ça, c'est nos produits. On vend par an 32 millions de produits. Donc, il y a 32 millions de produits qui vont chez les gens et on se dit peut-être qu'en le mangeant, ils vont lire. Et en fait, on écrit, nous, ce qu'on fait. Voilà. Et j'avais une journaliste qui me disait un jour, oh, j'aime bien votre storytelling. T'en veux une, toi, de storytelling? On raconte pas des histoires, enfin, on raconte ce qu'on fait. Voilà, c'est vrai que c'est pas souvent les marques, on dit, il faut qu'on invente une histoire pour la marque, et voilà. Donc, ça, c'est notre premier véhicule de communication. Et ensuite, on se fait inviter pas mal dans des émissions parce qu'on est pertinent. Parce que, par exemple, sur France Inter, quand ils font chaque année à Pâques l'émission sur le chocolat, ils invitent Christophe parce qu'il parle justement des variétés de cacao, des choses comme ça. Les multinationales veulent pas trop y aller dans ce genre d'émission parce que quand on va leur demander quelle est la part de la tablette de chocolat qui est payée au producteur, il va falloir éluder la réponse. Et nous, par contre, on est transparent. Pareil, il y a une émission aussi sur le chocolat il n'y a pas longtemps. Ben, il y a aucune des grandes marques qui a voulu laisser l'émission de télé venir filmer, donc ils sont venus filmer chez nous. Et voilà. Donc au passage, on en profite. Moi, je vais vous dire, avant la quinzaine du commerce équitable qui se passait au mois de mai, c'était ce qu'ils appellent en presse un marronnier. Donc, ça revenait chaque année, ils en parlaient. Vous savez, comme le change vendeur, là, chaque année, ils vont interviewer un éleveur, un machin, depuis 40 ans. Heureusement, c'est pas toujours le même. Et donc, là, nous, par exemple, la quinzaine du commerce équitable, c'était au tout début d'Etikable. Et on avait. Donc, c'était le moment où on communiquait sur le commerce équitable, et on s'est dit, on va inviter des producteurs. Donc, on avait invité des gens qui étaient envoyés par chacune de 4 coopératives, des producteurs, et on leur faisait faire le tour de France. Ils participaient à des conférences comme celle-là.
Et on allait faire des animations au magasin avec eux, des choses comme ça. Et là, on était passé par une agence de relations presse. Et TF1 avait appelé le vendredi soir en disant tiens, c'est la Casa du commerce équitable, on aimerait bien interviewer un produit. Ah ben justement, voilà. Et donc on avait répondu, il dit mais moi demain je suis au Leclerc Champigny sur Marne à l'époque, à côté de Paris. J'étais en animation avec un producteur de café. Ils disent ben on vient demain quoi. Et donc je me suis retrouvé, j'ai prévenu le patron du magasin en disant ça vous dérange pas, et TF1 qui vient, etc. Et ce jour-là, il se trouve qu'il n'y avait rien du tout dans l'actualité, pas d'avion écrasé, pas de guerre. Et donc, on se retrouve avec l'ouverture du journal. Ça, j'avais gardé, je ne retrouve plus la cassette, mais Claire Chazal, et avec notre logo, la photo de notre meuble avec notre logo. C'est la Casa du commerce équitable. Là, 3 minutes d'interview, journal de 20 heures, 8 millions de téléspectateurs. Là, c'était, oui, alors c'est là où on s'est dit, bon, on continue comme ça, surtout on n'achète pas les pubs, parce que la pub de 20 secondes au journal, ça coûtait 100 000 euros à l'époque. Là, on parlait pendant 3 minutes pendant le journal, donc ils sont venus nous interviewer, le producteur et moi, et ça permettait de parler du produit. Et souvent, dans ces émissions, ils nous floutaient pas le logo, nous. Alors, je sais pas si c'est parce que les journalistes sont de gauche et qu'on était une scope, ou qu'ils se disaient étiquable, ça veut dire commerce équitable, donc il ne faut pas le flouter, c'est pas une marque. Je n'ai jamais su, mais souvent, il y a des émissions et notre logo n'était pas flouté. Voilà. Voilà comment on communique tout bêtement. Après, aujourd'hui, il y a pas mal les réseaux sociaux aussi, évidemment, qu'on anime. Tout à l'heure, vous avez dit que Scope, c'est un élément fort de cohérence dans le commerce équitable. Alors, je me demande si, pour aller au bout de la cohérence, est-ce qu'il ne faut pas aussi intégrer dans la gouvernance actuellement, c'est que les salariés dans la Scope. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que dans cette gouvernance soit associé le monde du fournisseur ou le monde des clients? Enfin, il se trouve que tout à l'heure, il y a eu un exemple avec les sphères Scopelec, où on peut se demander après coup s'il y aurait eu Orange dans la gouvernance de Scopelec, peut-être elle aurait été sauvegardée. Mais restons sur le commerce équitable. Vous avez décrit tout à l'heure des liens assez compliqués avec tous vos fournisseurs, des petites entreprises, des petites coopératives au bout du monde. Se créent forcément des liens d'interdépendance entre Scope et ses fournisseurs. Peut-être que la relation fournisseur-client n'est pas la seule, c'est pas suffisante pour gérer cette interdépendance, et que une association, une gouvernance croisée serait peut-être souhaitable. Je me pose simplement la question. Peut-être également du côté de certains de vos fournisseurs un peu spécifiques, un peu particuliers, qui soutiennent finalement le modèle de Scope, pour être associés également à cette gouvernance-là. Alors, on aurait pu le faire, ça se serait appelé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, comme les IS. Et effectivement, donc les SIC, c'est dans la famille des Scopes, ça existe, le statut a été créé au début des années 2000. Donc, pour vous expliquer ce que c'est dans la famille des Scopes, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ce sont comme des Scopes au départ, mais c'est pas les salariés qui sont majoritaires. Il y a plusieurs collèges. Donc, le collège des salariés va faire peut-être 40% des voix. Il y aura un collège des usagers ou des consommateurs. Il peut y avoir un collège des producteurs et un collège des pouvoirs publics, comme vous le dites. Et donc, ça, c'est une gouvernance. Alors, nous, à l'époque, quand on s'est créé, je crois que c'est comment ça s'appelle les SIC, on ne connaissait pas. Et on n'a pas fait le choix. Après, c'est plus compliqué à gérer. Parce que nous, déjà, il faut qu'on arrive à bien que nos salariés comprennent, etc. Donc, c'est vrai que si en plus, vous associez dans la gouvernance des producteurs qui n'ont pas parlé forcément français, etc. Et puis, voilà, on aurait pu le faire et on ne l'a pas fait. Mais c'est vrai, ça pourrait être encore plus cohérent, comme vous le dites. Et il y a un collège des consommateurs aussi, ce serait bien. Ça aurait été bien. Après, bon, voilà, c'est... Et l'Amérique Florence aussi. Oui, alors là, nous, c'est vrai que c'est comme on n'est pas du tout dépendant de subventions. Je veux dire, on n'a pas de... Nous, on a peu d'aide, on est une boîte privée, hein, même si c'est une coopérative. Donc, il n'y a pas d'aide spécifique, on n'est pas dépendant des subventions. Donc, les pouvoirs publics, il n'y a pas. Mais effectivement, c'est un système coopératif qui va pu le montrer. Et après, ça aurait été peut-être un peu... Ouais, je ne sais pas si ça aurait peut-être pas été un vrai contre-pouvoir, par exemple, les producteurs qui auraient été dans la gouvernance, parce que, bon, ben, on est leur premier client, ils vont pas non plus nous foutre le bordel dans la boîte. Alors peut-être qu'ils vont demander qu'il y ait un peu plus de produits de leur pays qui soient pris, ou des choses comme ça, mais voilà.
Enfin voilà, ça n'a pas été fait comme ça. Mais vous avez raison, c'est peut-être plus cohérent. Alors, on va s'arrêter là. Alors, je vais quand même poser une question de mon côté, puis après je passerai le micro à Jean-Louis pour conclure. Moi, ma question, c'est vous. On vous sent très impliqué, mais donc, est-ce que les salariés vous considèrent comme taillables et corvéables à merci, ou vous passez 35 heures, 70 heures, 90 heures à venir, y compris le samedi, représenter avec beaucoup d'énergie votre scope, votre entreprise. Donc vous. Oui. Excusez-moi, c'est un président taillable et corvéable qui vous pose cette question. C'est un peu normal, vous savez, quand vous créez une entreprise, quel que soit le type d'entreprise, c'est votre petit bébé, donc vous faites beaucoup de choses. Après, nous, vraiment, l'histoire de notre conseil d'administration avec les 12 salariés qui sont, ils sont infusés du même esprit que nous. Et nous, là, la retraite, ce sera dans 6-8 ans. Et on commence déjà à préparer la transmission pour être sûr que l'esprit suive, quoi, voilà. Après, moi, je suis un hyperactif, donc j'ai toujours beaucoup bossé, y compris dans les boîtes où j'étais avant. Voilà. Donc j'ai plusieurs missions chez Eticap. J'ai président, mais en fait, la chance que j'ai, c'est que justement, on est 3 cofondateurs. Donc, il y a Stéphane. Alors, on est une boîte normale, hein, je vous disais. Donc, il nous appelle par les initiales, donc le comité de direction. Donc, c'est Christophe, Rémi, Stéphane. Donc, on est les CRS. Et donc, après, il y a les responsables régionaux, c'est les RG. Il y a la direction des services techniques, la DST, chez nous. Donc, on est organisé, quoi. Et oui, donc alors moi j'aime beaucoup l'humour, donc effectivement, par exemple mes commerciaux, je leur fais la nique tous les lundis matins. C'est la note d'info commerciale. J'envoie un petit mot par mail à l'ensemble des commerciaux et avec en copie la moitié de la boîte où je leur dis je leur rappelle 2-3 infos importantes de la semaine, choses comme ça. Et en général, il y a toujours une blague dedans, donc je sais qu'ils la lisent. Et alors ils vont la chercher, c'est la petite phrase en vert en bas du mail. C'est au lieu qui est marqué n'imprimé que si nécessaire, je mets des bêtises. Pour sauver un arbre, manger un castor ou un truc, enfin, truc qui a rien à voir, quoi, mais ça les fait rire. Et du coup, ils me lisent, enfin, je pense qu'ils lisent que la phrase en l'air, d'ailleurs, ils lisent pas les infos, il faut plus pas qu'ils oublient d'aller chez Leclerc cette semaine, voilà. Donc, il y a le côté humour, etc. Moi, j'ai plusieurs fonctions dans la boîte, effectivement. Donc, je suis président, mais je m'occupe pas de tout parce qu'en fait, Christophe, c'est l'agronome et il s'occupe des filières et des produits. Je m'occupe plus des produits. Au début, moi, j'avais été chef de produit. Donc, j'avais appris à concevoir un produit, les types d'impression sur emballage, tout ça. Mais moi, au début, quand on était que 3, je le faisais. Et après, j'ai transmis. Maintenant, il y a toute une équipe R&D, je m'en occupe plus, quoi. Donc, moi, j'ai le poste de directeur commercial dans la boîte. Donc, je m'occupe d'un tiers de la boîte qui sont tous les commerciaux. Et en même temps, j'ai un poste opérationnel qui s'appelle compte clé. Donc, c'est moi qui fais les négos avec la grande distribution. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment-là, je suis beaucoup. Et en fait, par exemple, la direction commerciale. Ah oui, j'ai pas répondu à ça tout à l'heure parce qu'on m'avait posé la question sur les évolutions. Tous nos encadrements commerciaux, c'est que des anciens commerciaux du terrain. Ils ont commencé par être commerciaux. Mathieu, qui est rentré il y a 15 ans, c'est lui le chef des commerciaux. Il a 4 responsables, donc 4 RG, responsables de région. Ce sont 4 anciens commerciaux. Là, il nous arrivait une fois ou deux de recruter quelqu'un de l'extérieur. Chaque fois, c'était un échec. Et en fait, donc, on fait évoluer les gens comme ça. Ça, c'est pour la réponse par rapport aussi au turnover que vous m'aviez posé tout à l'heure. Donc ça, on privilégie beaucoup la formation, l'évolution en interne. On a créé un poste de commercial pour les collectivités. Il y a un gars de l'entrepôt qui a levé la main en disant moi je voudrais. Et en fait, c'est un gars qui était pigiste, qui écrivait des articles pour les journaux, mais il ne trouvait pas dans le Gers, donc il a pris un boulot, il préparait les commandes. Et en fait, il a toutes les compétences pour faire ce boulot-là. Donc on l'a fait évoluer de l'entrepôt. Voilà. Et donc, moi, j'avais fait évoluer un de nos commerciaux pour faire ce boulot de compte clé, ce que je fais de négocier avec la grande distribution il y a quelques années. Donc, ça, je l'avais délégué. Donc, j'avais un peu plus de temps pour m'occuper de l'URSCOP, du jardin de Cocagne et de faire des interventions. Et puis, en fait, il nous a quittés. Il est parti dans une autre boîte aussi, pareil, parce qu'il voulait évoluer dans sa carrière. Et c'était il y a 2 ans, mais c'était au moment où il y avait c'était juste après la guerre des pangolins, là. C'est le truc. C'est le truc où on est tous enfermés chez nous, là. C'était. Vous avez vécu ça. Et donc, les gens, ils comprennent en général.
Et voilà. Et après, donc, c'était un petit peu compliqué. Du coup, moi, j'ai repris, comme c'était moi qui l'avais formé, j'avais personne d'autre sous la main, donc j'ai repris. Et en ce moment, et puis, bon, c'est pas mal parce que comme j'ai de la bouteille, enfin, de la bouteille, de l'expérience, je veux dire, j'ai aussi de la bouteille, mais le soir. Et donc, dans ce métier, parce que moi, ça fait plus de 20 ans, j'étais aussi négociateur avant dans la boîte où j'étais avant. Donc, je connais bien, c'est quand même toute une théâtralisation. Même, je me retrouve avec un jeune acheteur de 25 ans qui m'explique que cette année, ça va pas être pareil, qui va me demander 5%, mais qu'on va vraiment optimiser le business. Et j'ai dit, Tom, mon coco, ça fait 20 ans que je l'entends celle-là, mais oui, je vous écoute. Et donc, voilà, donc je l'ai repris. Du coup, j'ai moins besoin de temps qu'un junior pour le faire. Je vais reformer de nouveau un commercial pour retransmettre ça bientôt. Et donc, j'ai plusieurs missions, en même temps, ça m'occupe. C'est bien. Et là, mais c'est. Comment? Alors, Stéphane, lui, ah oui, tu le connais? Stéphane, donc lui, c'est le directeur financier. Et en fait, donc c'est lui qui s'occupe de la partie financière. Et en même temps, on a aidé il y a quelques années une boîte qui était un de nos confrères dans le commerce équitable qui s'appelait Café Michel. Et ils allaient se faire racheter par Café Richard, qui est une grosse boîte qui n'était pas. Et donc, ils ont voulu se reprendre en scope. Ils sont venus nous voir à cette époque-là. Parce qu'à l'Union régionale des scopes, on leur a dit c'est bien si vous avez une autre scope dans votre capitale, si possible dans le même métier. Donc, ils sont venus nous voir. Et à ce moment-là, on a dit bah, tant mieux, parce que nous, dans notre stratégie d'entreprise, on avait dit on va faire Etikable en grande distribution. Et un jour, quand Etikable sera bien implanté, fera des gros volumes, on pourra développer une marque spécialement pour les magasins bio. Et du coup, eux, ils étaient en magasin bio depuis 30 ans, c'est Café Michel. Et donc, on a dit, bah, OK, on vous aide à vous transformer en scope, on met des sous capital, et avec vous, on va développer ensemble une marque en réseau spécialisé. Donc, cette marque, si vous allez chez Biocop, s'appelle Terra Etica. Ce sont notés nos chocolats que nous faisons pour essayer de distribuer par la Scope Café Michel, qui est à Pessac, à côté de Bordeaux. Et c'est Stéphane qui est le gérant actuel de la Scope. Il y avait quelqu'un d'autre avant, et donc, il a pris. Donc, lui, il s'occupe de Café Michel. Il y a 20 personnes. Et en même temps, c'est le directeur financier du groupe. Et Christophe est directeur général. Et en même temps, il s'occupe des filières et de la R&D, du développement des produits. Lui, c'est un fin gourmet. Donc, il s'occupe de trouver les saveurs des cacao qui conviennent pour les produits. Bon, bien, merci beaucoup. Je pense que tout le monde sera d'accord dans la salle pour vous remercier pour la pêche, pour la franchise, et puis pour plein de choses qui nous intéressent. Et pour le chocolat qu'on va goûter maintenant, quoi, c'est ça. J'ai une idée comme ça qui m'est arrivée. L'an dernier, l'un de vos prédécesseurs nous a parlé de la forêt. Et puis, il nous a proposé une séance de travaux pratiques, c'est-à-dire de balader un certain nombre de gens ici présents dans une forêt quasi primaire du Tarn. Et ça a eu du succès. Et je pense qu'il y aurait aussi du succès pour prendre un minibus et d'aller visiter l'usine du chocolat. Et à ce moment-là, bah, si vous voulez venir visiter donc la chocolaterie, bah, si je suis prévenu un peu avant, je pourrais peut-être essayer d'y être. En même temps, je vous ai déjà raconté toute l'histoire là. Je vais vous dire, ça fait 20 ans que je fais des interventions, j'ai jamais eu autant de questions. Mais vraiment, hein, là, on trouve que les gens sont vraiment intéressés. C'est vrai, en général, j'ai 2-3 questions. C'est genre, ouais, vous polluez parce que le cacao, il vient de l'autre bout du monde. Et pourquoi vous travaillez avec la grande distribution? C'est des méchants. C'est les 2 questions que j'ai à chaque fois. Et vous ne les avez pas posées. Hein. Quand même, donc, sans vous faire gonfler les chevilles, quand il y a un interlocuteur qui répond vite et efficacement, il y a beaucoup plus de questions dans la salle. D'accord. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité.